Bouton enregistrer. Les amis, nous sommes live pour ce C'est quatrième parti. épisode. Comment ça va Clément? Trop cool. Ça va très bien après une semaine de pause où, j'ai pu aller, explorer de nouvelles, Il contrées paraît que tu à étais à Londres. Londres, in the C'était très cool. capital of business. Comment ils vont les Anglais depuis le Brexit? Ça va? Ils s'en remettent ou pas? Il paraît qu'il y a moins Eh d'investissements. beh, J'écoute un peu un podcast, tu sais, j'aime bien écouter l'Angleco sur RTL qui parle pas mal d'économie et il dit apparemment, je crois qu'il y a de plus en plus d'investissements en France. En fait, on a récupéré pas mal d'investissements parce que, c'est vrai qu'avec le Brexit, c'est excessif, hein. c'est plus compliqué. En fait, les boîtes qui souhaitent s'implanter en Europe, elles préfèrent éviter d'aller en Angleterre parce que justement, elles vont plus, enfin, elles n'ont plus la facilité, on va dire, de s'étendre comme ça peut être en Europe, quoi. Et du coup, je pense qu'on récupère pas mal de boîtes comme ça en France. Ouais. Bah, ça, je sais pas au niveau business, mais je sais qu'au niveau de la vie, du coup, pour, avoir été avec des gens qui vivent là-bas, puisqu'on était logés chez la sœur de ma copine qui bosse chez Uber et son mec est trader et du coup, ils sont, quand même, on va dire dans une classe, assez aisée, sur Londres, mais malgré ça, il c'est tellement cher que la vie n'est pas forcément facile, tu vois? Et il parlait de 2 500 balles de loyer pour, 50 m², Oh ça commence à là piquer là quand là même là. et l'électricité a pris, Ouais, je très crois qu'ils ont eu un cher et délire, politiquement. Il paraît que c'est parti vraiment en steak et ouais, que ouais, les ouais. prix, il y a pas eu du tout de bouclier, un peu comme en France il y a eu et que du coup, c'est Bah, beaucoup moins, mais après, les salaires suivent aussi, tu vois? Beh, Donc en fait, ils gagnent bien leur vie, c'est ça. toujours ça et j'aimerais trop, enfin, je me dis: «J'aimerais», je pense que ça existe en plus, faudrait que je regarde, mais tu sais, vraiment des trucs qui te surtout quand comme nous, tu bosses sur internet, tu sais, tu peux aller vivre un peu où tu veux et je pense que c'est vraiment un truc intelligent de te dire, c'est dans quel pays, je vais avoir, ou même dans quelle ville exactement je peux avoir, un peu le meilleur pouvoir d'achat possible. Parce qu'en effet, dans les capitales, enfin, des fois, tu te dis: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» parce que certes, je suis connecté, certes, je peux aller voir du théâtre et tout, mais et potentiellement je gagne plus parce que j'ai accès potentiellement, c'est pas le cas avec nous sur internet, mais la majorité des gens quand tu vas à Londres, c'est souvent que tu as un métier qui est bien payé. Mais à quel prix quoi, tu vois? Est-ce que la qualité de vie reste Ouais. bonne? Je crois qu'il y avait un indicateur comme ça, c'était Bah, le eux, burger, je sais pas si tu le connais? Tu sais, genre, c'est combien de temps il faut que tu bosses pour pouvoir payer le un Big Mac, il y a pour un indicateur, il y a des indicateurs un peu marrants bah, tu comme sais ça. qu'à Londres, c'est rigolo parce qu'on a été, on je suis allé voir un concert à Wembley et c'était tellement blindé qu'on s'est retrouvés à manger McDo avant et truc incroyable, les prix sont hauts pour tout, mais McDo, c'est cheap. Genre, on a mangé pour 40 balles à 4, alors qu'en Ah ouais, France, un McDo, moi tout seul, tu vois, j'en ai tu pour, as pour 20 balles 40 balles. minimum. Bah, ouais, c'est hyper cher, alors que là-bas, non. Donc très bizarre. Mais ouais, du coup, par rapport à ça, par rapport au coût de la vie et tout, je pense que, bah, ça dépend des choix de carrière aussi, hein. Parce que quand tu bosses dans des boîtes comme ça, forcément, tu te dois d'être dans Ouais. des villes, dynamiques comme Paris, Londres. Mais pour y vivre, moi, je sais pas si je pourrais. Par contre, y aller, quelques jours, c'est trop bien. Parce que c'est trop stimulant, c'est trop motivant, mec. Je suis rentré là, tu sais, tu en mode, tu vois les buildings, tu marches avec ton petit Starbucks en mode, tu sais, tu l'impression Ça d'être y est, sur tu es un Instagram. américain C'est quoi, trop ouais, en bien, mode, mais Starbucks. grave C'est vrai que pour et l'inspiration, je trouve ça cool et tout, mais c'est vrai qu'à y vivre, sur le long terme, enfin, faut vraiment bien faire les calculs et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est vraiment les raisons, business qui te poussent à aller là-bas, hein. Même, je pense qu'ils ont beaucoup je crois qu'ils ont beaucoup, d'Indiens, à Londres, des gens qui y vont vraiment en se disant: «Voilà, je veux». ouais, beaucoup. Et voilà et après le problème c'est où est-ce que tu es logé, enfin voilà, il faut vraiment bien faire le calcul parce que souvent, tu te dis: «OK, je vais gagner plus», mais par exemple, tu vois, je sais pas, tu es à Paris, OK, je gagne plus en travaillant à Paris, mais est-ce que tu as bien pris en compte qu'il va falloir que tu payes ton abonnement au RER ou ta voiture, plus les déplacements, plus le temps que tu y passes? Je pense que souvent les gens font pas forcément ce calcul-là, alors que finalement des fois tu pourrais dire: «Ah bah, en fait, ce travail-là, certes, je gagne moins, mais en fait, je dépense beaucoup moins pour pouvoir bosser et je suis aussi peut-être dans une ville un peu plus tranquille». Je pense quand même qu'avec, tu vois, avec les confinements et tout ça, il y a quand même eu cette espèce de prise de conscience en se disant: «Tiens, en fait, on est pas mal à la campagne» et il y a quand même des boîtes de plus en plus qui sont prêts à être flexibles là-dessus, tu vois? À travailler, tu as besoin que d'être 1 ou 2 jours, présent, sur place, donc potentiellement tu es pas très loin, enfin tu le fais en train. Tu vois, moi je suis à Laval, Mmh. enfin c'est tranquille, de ouf là, avec ma chérie, là je suis à Laval et c'est genre à 1 heure et demie de Paris, tu vois? Donc je me dis: «Je suis sûr qu'il y a des gens, ils pourraient venir ici être, extrêmement tranquilles et aller bosser à Paris 1 fois par semaine, 2 fois par semaine peut-être, en prenant l'aller-retour en train, quoi». Mais c'est, l'effet qui s'était passé avec, la ligne grande vitesse entre Paris et Bordeaux. Quand moi j'étais à Bordeaux pour mes études, elle avait été mise en place et il y avait énormément de Parisiens qui étaient descendus à Bordeaux et c'est à partir de là que l'immobilier avait explosé. Déjà que c'était cher là-bas, mais parce que Ouais. les mecs, ils sont venus plus dans une ville, de taille, moyenne, en tout cas moins grande que Paris, même si Bordeaux, ça reste une grande ville, pour pouvoir potentiellement aller, dans la petite campagne autour de Bordeaux et
Les jours où ils ont besoin d'aller à Paname, beh, ils vont à la gare, ils prennent le train et puis terminé, tu Ouais. vois? Et en fait, ils ont la qualité de vie de la campagne parce que moi, pareil, à Pau, beh, on est tranquille et c'est trop cool. Mais d'un autre côté, tu vois, je me dis et Pau, c'est bien, j'adore ma ville, je suis trop bien ici avec mes potes, c'est j'aime bien avancer avec eux et j'ai des relations, géniales ici. Mais c'est vrai qu'au final, ça reste une petite ville et tu tournes très vite sur les Ouais, mêmes ouais. personnes et du coup, c'est aussi dommage pour certains points comme le business, par exemple, où je peux potentiellement créer beaucoup moins de relations ici que ce que je pourrais créer dans une grande ville. Et je Donc c'est pour ça c'est que je qu'aller sur des capitales de temps en temps, Ça c'est fait chouette, du quoi. bien, et je suis comme toi, en fait. Moi, je me dis, j'ai l'impression de plus en plus quand je réfléchis, parce que là, en plus, je suis vraiment dans ces réflexions-là de me dire: «Où est-ce que je vais vivre plus tard?» tu vois? Avec ma chérie, donc forcément, il faut prendre en compte différents elle, je sais qu'elle aime bien la campagne, elle aimerait bien avoir des chevaux et tout et moi, je lui dis: «J'ai peur qu'on soit un peu isolés», tu vois? Parce qu'en fait, c'est bien beau la campagne, c'est tu Mmh. tranquille et cetera. Potentiellement, tu as quelques potes, mais surtout, je sais pas si toi tu ressens ça, mais moi, j'ai l'impression que même de manière générale, on est assez différent de la mentalité générale française et moi, j'ai du mal à, tu vois, à sympathiser avec, c'est ce que je te dis toujours à Maurice, je traîne dans les milieux d'expatriés, 1 personne sur 2 avec qui je parle, ça va matcher parce que, tu vois, ils ont un peu des business sur internet, ils sont ouverts d'esprit, ils ont voyagé et cetera. En France, je rencontre des gens un peu par différents trucs, tu vois? Je vais aller faire de la gym, je vais rencontrer un peu la salle de sport, je vais aller faire, 2-3 activités, mais j'ai l'impression que ça matche beaucoup moins. J'ai l'impression que les gens ont des vies un peu différentes et même mes amis Ouais, d'enfance, tu vois? Malheureusement, bah, je les adore, j'adore les voir et tout, mais des fois, je sens un peu cette déconnexion parce que, bah, ils ont continué dans une voie un peu plus classique, moi dans une voie assez différente et du coup, des fois, je pense que tu as besoin d'avoir aussi des potes avec qui tu parles justement de trucs qui t'excitent par rapport à tu vois, ton le truc professionnel. Donc c'est mais faut pas être, ami grave. qu'avec des entrepreneurs, mais je pense que c'est important d'en avoir et si possible de les voir en vrai, surtout que toi et moi, c'est ce qu'on s'est rendu compte. OK, certes, on est alignés sur le business, mais ça va bien au-delà de ça, quoi, tu vois? J'ai l'impression qu'on a des valeurs en commun Mmh. et c'est ça qui Mais permet d'avoir des bonnes amitiés, quoi. de Mmh. ouf. De ouf et c'est aussi pour ça que c'est super cool de faire le podcast, ensemble parce que ça nous permet de discuter, tu vois? Et de faire des discussions pendant presque 2 heures sans s'arrêter et sur des enfin, c'est des choses que je pourrais potentiellement moins faire avec, même mes amis proches, mais j'arrive à scinder les 2 on va dire, tu vois? Je sais que, j'ai du coup des nouvelles relations que j'ai créées depuis que j'ai lancé le business là donc toi, ça peut être Sony, Axel, Joe avec qui je discute souvent et je sais que si on se voit, on va discuter de tout ce qui nous passionne vu qu'on a les mêmes passions. C'est hyper fluide et ça va très vite et avec mes potes, d'enfance et mes potes d'ici, bah, je sais que, c'est pas ces sujets-là qu'on va aborder, mais par contre, on va avoir, du fun, on va avoir des sorties, on va avoir des restos et les choses, en fait, que je fais dans mon quotidien Ouais, mais c'est et cet important, hein. équilibre-là est aussi hyper C'est important, important, ouais. c'est important. Mais j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien qu'on soit dans la même ville, toi et moi, parce que je suis sûr, on se verrait souvent et Ouais, on de ferait des ouf. trucs cool. Et Mmh mh. c'est un peu ça, en fait. Je pense que c'est un bon critère, tu vois, tu l'as dit sur la discussion, le fait qu'on soit capable tous les 2 de parler pendant 2 heures sans s'arrêter. Il y a des gens d'ailleurs qui trouvent ça un peu long, mais si vous écoutez le podcast, il y a aussi des gens qui nous ont dit qu'ils adoraient. C'est la preuve qu'on s'entend bien et je pense que c'est un bon critère avec les amis, tu vois? Tu as des amis avec qui tu t'entends bien, mais en fait, tu aurais du mal à avoir une discussion au bout de 2 heures avec eux, tu vois? Au bout d'un moment, tu aurais un peu fait le tour des sujets et tu as des amis avec qui ça peut aller plus loin, tu vois? Et je pense que la qualité, enfin, tu sais, on dit souvent les amis, ça se compte sur le doigt d'une main, ce genre tu vois, c'est un peu le cliché, Ouais. mais je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire que finalement, c'est pas la quantité, c'est la qualité, quoi. Moi, les moments où je me suis senti le plus triste, c'est finalement quand j'avais plein de connaissances, tu vois, genre école de commerce, tu sais, tu es un peu branché, tu connais un peu les 100-150 personnes qui sont dans ta promo, mais finalement, tu n'as aucune relation profonde. Il y a personne à qui tu peux te confier, à qui tu peux parler vraiment de ce qui te fait plaisir. Et je crois que enfin, je me dis, c'est un des trucs les plus importants finalement pour être heureux. Et moi, désormais, mon critère principal pour choisir ma prochaine ville d'expatriation, mon prochain pays, l'endroit où je m'installe, c'est presque ça en fait. C'est est-ce que cet endroit va m'offrir des relations de qualité? Parce que j'ai remarqué qu'en fait, l'expérience que tu as, même dans les voyages, c'est beaucoup plus les rencontres que le pays en lui-même, tu vois. Genre, je pense que tu peux aller dans Ouais. un endroit, il pleut, il fait moche, le truc est pas ouf. Si tu rencontres des gens qui sont incroyables, avec qui tu vas connecter, avec qui il va se passer des trucs, tu vas revenir, tu vas dire c'est les meilleures vacances de ma vie. Moi, les meilleures vacances que je sais pas si pas toi, hein, mais moi mes vacances préférées c'était au camping l'été quand j'étais gamin parce que on se faisait les copains, tu vois, on a souvent. Mais moi, ouais, moi, c'était quand je suis parti aux États-Unis entre mes 2 premières années de médecine. Je suis parti 3 semaines, en voyage organisé qu'avec des jeunes entre, Ah, 18 et 24 ans. On était est-ce que 20. tu avais Ouais, pécho? on a Est-ce que fait tu et Ouais, ouais, voilà, je c'est crois bon. que En fait, ça c'est le critère ouais numéro un et d'un bon c'était le voyage, tu critère sais que tu numéro t'en un. souviens? Non, non, mais en vrai, c'était trop Ouais. bien, ouais, c'était trop bien parce qu'on était tous, jeunes, on faisait tous les cons, genre, pendant 3 semaines, tu fais road trip,
sur la côte ouest des États-Unis. Enfin, tu avais, le paysage, tu avais les potes, tu Ah, avais la bonne c'est trop bien, ambiance, tu avais tout ce cocktail qui était c'est ouf trop bien. et ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, que j'ai lu là, dans toujours «L'autoroute du millionnaire» que je n'ai toujours pas fini parce que je suis un lecteur lent Combien tu lis et de pages à un par moment donné, il jour, fait une, c'est quoi tes oh, pas des masses, hein. c'est quoi tes habitudes? C'est en te Non, en vrai, levant? j'ai C'est tu lis quand, mais tu sais que je me suis fait la réflexion, en vrai, j'ai zéro habitude mis à part le sport. J'ai le sport, si je l'ai pas dans ma journée, ça me Ouais, manque et j'ai besoin d'y aller et de me défoncer pendant, 1 heure et demie. Mais déjà, en fait, cette habitude-là me prend tellement de temps qu'avec tout ce que je fais autour, c'est ouais, compliqué pour moi de mettre, d'autres routines et ce genre de choses. Et la lecture, j'aime bien ça, mais quand j'ai le temps vraiment de m'y poser. Par exemple, là, j'ai beaucoup lu dans l'avion pour aller à Londres et avant l'avion et cetera. Donc là, j'ai dégommé, 200 pages du livre, ouais. juste, sur le transport. Mais en fait, à partir du moment où je fais d'autres choses, c'est pas ma Alors prio, que tu moi, vois? tu vois, j'ai je Et définis la lecture, c'est tous les matins, je me lève et je sais que je suis un peu la tête dans le cul, j'attrape mon Kindle et je lis pendant 20 minutes, quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est comme ça que je défonce des bouquins, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a 20 minutes de lecture, forcément, c'est la première chose que je fais le matin, tu vois? Donc j'ai l'impression que ça marche bien parce que souvent mon corps est pas très éveillé le matin, tu vois? J'aurais du mal à sauter du lit et cetera, à courir. Par contre, le cerveau, il se réveille assez rapidement. Du coup, j'ouvre le bouquin, j'ai un truc intéressant à lire et tu vois? Et ça me fait 20 minutes et c'est un ouais. très bon critère ce que tu as dit et maintenant, moi, je me dis, c'est comme ça que je juge une habitude, c'est je me dis: «Est-ce que je suis capable de l'enlever de ma vie sans que ça me fasse du mal?» Et si le sport, tu l'enlèves et ça te manque, tu sais, tu pas envie de l'enlever, c'est que c'est vraiment une habitude. Et il y a des gens qui disent: «Ouais, j'ai l'habitude», moi, je sais qu'à un moment, je disais: «Ouais, j'ai pris l'habitude de méditer». En fait, non, j'ai pas vraiment l'habitude de méditer. Parce que je me force encore un petit peu, tu vois? Il faut que je le mette dans ma routine, que je suis assez constant et ça fait plusieurs années que je fais ça. Mais tu vois, quand je l'enlève, ça me manque pas tant que ça, tu vois? Quand, je sais pas, il se passe des trucs, je suis en vacances et cetera. En Ouais, vacances, même ouais, en ouais. vacances, tu vois, le matin, je vais me Ouais lever, je vais lire mon bouquin, tu vois? Donc je trouve que et tu penses pas que la méditation, par exemple, tu te forces à la faire et qu'au final, ça t'apporte pas tant de bénéfices que ça? Parce que moi, j'ai alors essayé pour enfin, moi, tu vois, en c'est fait, je me dis, à force de regarder des vidéos et tout, il y a plein de choses de développement personnel. Quand tu regardes les mecs entrepreneurs, bah, de toute façon, par exemple, Yomi et Oussama, là, sur le podcast, ils en parlent pas mal. Des habitudes, la douche froide, méditer, NoFap, là, par exemple, le fait ouais. de pas faire de masturbation et cetera et tout ça, genre, je n'arrive pas à les mettre en place. J'ai l'impression que ça ne m'apporte, pas grand-chose ou alors j'ai pas mis assez de conviction dedans, tu vois? Bah, avoue, c'est Mais je me surtout dis parce s qu'en fait, tu te branles en regardant Instagram, et en sous une douche non, chaude. non, Il faudrait 0. inventer le tu sais, faudrait faire la vidéo, le contraire, L'inverse, l'inverse, le dev perso le dev inverse perso inversé. Le mec fait et tout le voir ce que ça contraire. donne, tu sais? Faire une Je étude me lève à là-dessus. midi, Un mec je qui m'allume fait, une douche chaude, je mets un bon porno et non mais mais tu sais qu'en vrai, ça serait une étude hyper intéressante à faire parce que je pense qu'il y a tellement de paramètres qu'on peut pas prendre en compte, bien que prendre un mec ou en tout cas bien une sûr, échantillon de bien sûr. personnes qui font toutes ces choses-là et une échantillon de personnes qui font tout l'inverse en mode, YOLO, 0 habitude, je fais ce que je veux quand je veux. Faudrait voir si vraiment ça change des choses, Bah, tu vois? en vrai, moi, là-dessus, je vais citer mon bon vieux Olivier Roland, qui était mon tout premier mentor, qui est toujours actif, je pense et il disait: «Tu sais, il faut être un bon sceptique» et je suis vraiment d'accord avec lui. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être sceptique sur un truc que tu as pas testé, tu vois? Donc tu peux te dire: «OK, bon, ces gens-là, ils ont l'air de dire que ça a changé leur vie. J'y crois pas trop. Vas-y, je vais quand même essayer», tu vois? Pendant 30 jours, je m'y mets vraiment et je vois les résultats que ça peut m'apporter, tu vois? Et je pense qu'en faisant ça, tu vas te rendre compte que, bah, il y a des choses, en effet, ils ont raison, ça change de ouf ta vie et des choses où, en fait, bon, bah, peut-être que c'est surcoté, tu vois? Ça change pas grand-chose, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cet état Ouais, d'esprit en se disant: «OK, c'est quoi? Je vais faire le test, parce qu'il y a suffisamment de gens que je respecte qui m'ont dit que ça les avait vraiment aidés, et ensuite je vais voir ce que ça donne». Mais j'avoue que moi, je suis un pur produit de dev perso, c'est-à-dire que j'ai tout, hein. J'ai, le carnet, j'ai la méditation, j'ai la gratitude, j'ai, les douches froides, j'ai vraiment mais tout moi, fait, tu quoi. vois Le jeûne intermittent, tu sais, le mec, même moi, des fois, je me dis: «Putain, tu as un vrai cliché», mais c'est vraiment que des éléments où je me dis, heu, certes, au début, c'est peut-être un peu chiant à mettre en place, mais une fois que tu les as mis, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire et j'aurais du mal à revenir à manger un petit déjeuner, à ne pas terminer ma douche avec une douche froide, à ne plus écrire sur mon carnet, tu vois? Ça, c'est vraiment devenu des choses qui m'apportent dans ma vie et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, tu vois ouais, le moment où ça te coûte et ensuite tu vois ce que ça t'apporte et par rapport à la méditation, mec, pour moi, c'est le truc le plus puissant qui existe, pour être heureux, en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte dans la méditation, tu te rends compte, en fait, que tout est enfin, c'est un peu, cliché, mais c'est la spiritualité, en fait. C'est se rendre compte que tout ce qui te fait souffrir, c'est que dans ta tête et que si tu laisses tout partir, tu peux être complètement, ici et maintenant, tu vois? Là, tous les 2 en train de parler dans ce podcast et kiffer ça, tu vois? ouais, Et mais et c'est j dur et en vrai, vas-y, ça vas-y, prend vas-y. beaucoup de temps et je pense qu'il faut pas se juger parce que justement, quand tu le fais, tu te dis: «Ah mais en fait, j'ai plein d'idées» et cetera et je pense que le gain, il est petit, mais quand des fois, il y a certaines sessions de méditation, franchement, qui servent à rien. Enfin, j'ai l'impression qu'elles servent à rien. Je me dis toujours qu'elles servent à quelque chose parce que mon cerveau, il part dans tous les sens
Et puis des fois, il y a certaines sessions, je les fais. En plus, souvent, je suis dans mon peignoir, tu vois? Je suis comme ça là et je me dis: «Waouh!» Tu vois? Je suis détendu, j'écris à la fin ça en fait, j'utilise la méditation, tu sais? Souvent les gens te disent de le faire au début de la journée. Moi, j'ai remarqué ce qui m'aide bien, c'est de le faire en Ouais. fin de journée. Je prends ma douche et du coup, l'habitude, c'est une fois que je sors de la douche, je mets mon peignoir et là, je vais méditer. Et ce qui est cool avec Ouais, ça, en fait, c'est plus c'est que ça me coupe la fin de la journée et ça me permet ensuite d'aller profiter avec ouais. ma chérie, tu vois? Et de me dire: «OK, c'est bon, le boulot est terminé maintenant», tu vois? Et j'ai besoin en fait Et tu vois? est-ce que tu penses pas que c'est plutôt une routine qui fait que ça te rend, enfin ça te met dans cette situation-là, où tu dis: «Bah, ça y est, j'ai coupé» et le fait de te doucher, de mettre ton peignoir, de méditer, fait partie de cette routine de «j'arrête le travail». Mais est-ce que ça pourrait pas être exactement la même chose avec, je sais pas, un truc qui a rien à voir, mais, imaginons, je me douche, et je vais marcher 10 minutes. Complètement. Tu vois? Mais Est-ce que la juste la le la fait que ce marche soit est une une routine. méditation. En fait, pour moi, la méditation, Ouais, mais est-ce que c'est c'est se pas forcément le bon exemple, tu vois? concentrer Mais est-ce que tu penses pas bien sûr. que en fait, juste mettre en place une routine, même si c'est en dehors du dev perso, imaginons, je me douche, je mets mon peignoir et je joue à FIFA pendant 30 minutes parce que je sais que ça me détend. Est-ce que le fait que ce Ouais. soit une routine, tu penses pas que ça aurait les mêmes effets que de la En méditation? fait, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est intéressant l'exemple que tu as pris avec FIFA parce que justement, je pense que c'est un exemple, un faux repos. J'apprécie beaucoup, de temps en temps jouer un peu à des jeux vidéo, regarder un film et cetera. Mais je sais que c'est pas ça qui va vraiment me détendre. Parce qu'en fait, le problème, je pense, c'est que ton cerveau, en fait, tu accumules des informations et quand tu joues à un jeu vidéo ou que tu regardes une série, en fait, tu remets des informations dans ton cerveau. C'est toujours des informations. Même si tu dis: «Ouais, mais je» tu sais, c'est le fameux cliché, genre, tu regardes les anges de la télé-réalité: «Ouais, mais c'est parce que justement, il y a pas besoin de penser, tu vois? Ça m'aide à décompresser». Non, mais en fait, quoi qu'il arrive, ça te crée des émotions, ça te rajoute des choses dans ta tête et donc je pense que tu as besoin d'avoir des routines qui, justement, te désengorgent de tout ça, tu vois? Et du coup, il y a des Mmh. pour moi, il y a des «bonnes routines», entre guillemets, là-dessus. La méditation, la marche à pied, peut-être une activité artistique ou sportive dans laquelle tu es 100 concentré dessus. Parce que du coup, t'es plus tu ton cerveau shut, tu vois? C'est ça qui est intéressant qu'il faut aller chercher, je pense. C'est vraiment un shutdown C'est complet du cerveau où tu te dis: «Je m'en fous en fait de tout ce qui s'est passé dans le reste de ma journée. Je suis juste là, maintenant, et je kiffe», tu vois? Et je pense que c'est ça. c'est ce que j'ai avec le CrossFit, moi. J'ai pas je pense que c'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de méditation et cetera parce qu'avec le CrossFit, c'est tellement intense. Et je le pratique depuis, tellement longtemps maintenant que, je me connais très bien et je sais, quand, je sais me mettre dans le rouge et aller très loin dans Mon l'effort, coloc, il me dit et toujours ça, tu sais, parce que lui, il adore le crossfit justement sur cet aspect-là. C'est-à-dire, il revient du boulot, il est stressé, il va au crossfit et un mec, en tu fait, plus tu rien, hein. tellement ça te met tellement dans le rouge que tu peux plus penser au tu sais, c'est juste que ton corps Ah non, mec, tu penses plus rien, tu sais même plus comment tu ouais, t'appelles des fois. ouais. Non, mais c'est ouf et en fait, c'est au final, je pense que quand j'arrive à vraiment me donner et être dans la zone, bon, très rouge, c'est ce moment-là où en fait, je suis en train de méditer à ma façon, tu Ouais. vois? J'ai plus rien dans le cerveau, je pense plus au business, je pense plus à la kiné, je pense plus à mes problèmes. Je suis focus de ouf là-dessus et je pense que ça fait partie aussi d'une méditation Je potentielle, fais hein. ça aussi avec le sport et j'essaye. Alors malheureusement, moi, j'aime pas trop le crossfit, tu vois? Parce que je trouve que c'est un peu trop intense pour moi justement, j'ai tendance à préférer puis Oh, allez, bûcheron. allez, on va partir sur le débat, le fameux débat. Non, en vrai, et puis tu sais, j'avais une chaîne YouTube et tout. La seule critique que je fais au CrossFit, on va dire, c'est peut-être des fois, il y a trop d'intensité qui est mise sur les mouvements sans, les des on va dire que moi, je suis plus intéressé par l'aspect, des mouvements un peu parfaits, qu'ont les gymnastes et je sais qu'il y a Mmh. des box de CrossFit qui sont très concentrés là-dessus, qui font vraiment bien les choses. Mais tu en as certaines, tu vois, qui vont un peu, je trouve, un peu aller Oui, oui. De toute trop vite façon là-dessus. et c'est du mauvais coaching après quand tu commences Voilà. à dégrader les mouvements pour aller plus vite, c'est que tu as pas compris quelque chose. Après, attention, Mais parce que je par pense contre, que fondamentalement, dans le sport aussi, le fait qu'il soit noté sur la vitesse à laquelle les mouvements sont exécutés, c'est-à-dire que le but, c'est de faire un temps, forcément, ça impacte le sport. Enfin, forcément, ça va pousser les personnes à faire le mouvement le plus efficient possible. Et c'est pas mmh forcément mh. le meilleur mouvement, pour te préserver ou, tu vois? Donc c'est aussi ça, tu vois? Et par exemple, en gymnastique, ce qui est jugé, c'est la beauté du geste, tu vois? Et ben, tu vois, du coup, forcément, ça va pas du tout créer la même chose. C'est-à-dire que le mec, il se dit pas: «Il faut que je fasse mon, tu vois, aux anneaux, faut pas que je fasse ma routine la plus vite possible et que je me disloque les épaules». Il se dit: «Il faut que je la fasse doucement, mais qu'elle soit parfaite, qu'il y ait pas un pet de travers». Et du coup, le travail, voilà, est pas forcément le même, tu vois? Donc c'est peut-être juste la critique. Après, ce que je trouve génial avec le CrossFit et qu'on n'a pas justement potentiellement en gymnastique, c'est l'aspect communautaire, le fait qu'il y ait ce timer aussi, Mmh. ça crée du challenge et tout, donc je trouve ça super C'est intéressant aussi, motivant, quoi. ouais. Mmh. Surtout quand tu vas avec les mêmes personnes, tu commences à te tirer un peu la bourre avec, tu as une micro compétition à chaque entraînement et donc tu Ouais, te ouais. pousses et tu progresses et ça, c'est très cool.
Et puis bon, j'ai quand même vu des transformations physiques au CrossFit assez impressionnantes quand même, hein. Il y a des mecs qui sont arrivés, moi ma salle elle est vachement, centrée sur, le CrossFit santé. Donc on est quelques-uns à faire la compétition et ça reste des petites compétitions, du coin, hein. On est clairement pas des stars, loin de là. Et par contre, il y a beaucoup de CrossFit santé où, il va chercher des personnes, potentiellement un peu âgées, au-dessus alors âgées, je mets des gros guillemets, mais au-dessus de 50 ans. Donc pour du CrossFit, Ouais. c'est quand même déjà un peu âgé parce que tu vas monter beaucoup dans le cardio Ah, puis généralement à et 50 avec ans, on te beaucoup. dit, «Va faire du vélo» ou enfin, tu sais, pas Ouais, ouais. d'impact, Après, il y a plein de tests et ouais. cetera, ouais, bien sûr. Mais et des personnes en surpoids aussi. Et j'ai vu des transformations de dingue. Mais des mecs, ils ont perdu 30 kilos, c'est impressionnant. Et maintenant, ils sont affûtés, genre, c'est ouf, quoi, les changements que ça peut Ouais, faire, le ouais. sport Non, aussi, mais c'est sûr. Puis je c'est pense que moi, c'est fou. j'arrive à m'entraîner seul avec, mon téléphone, avec mon programme et cetera et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pour eux, c'est très difficile de faire Impossible. ça. Bah, moi, je sais que ma chérie, pas du tout et ils ont besoin de cet aspect communauté, se sentir entraînés. Même moi, ça me booste forcément. Tu te donnes plus quand tu es avec d'autres personnes en même temps que toi, et la force du Et CrossFit tu as quelque aussi, c'est chose qui d'être allé empêche, chercher des trucs genre l'haltérophilie, tu vois? Qui était un peu dans l'ombre que personne ne faisait. Alors, il y a des mouvements super intéressants en haltérophilie, il y a des mouvements super intéressants en gymnastique, il y a des mouvements super intéressants, en termes de cardio et ils bah, sont c'est allés un peu ça. chercher tout ça et j'avoue que ça pour une fois, la diversification, ça paye, ou du moins, et je pense que c'est une approche toujours intéressante et même quand tu es passionné finalement de sport, tu te dis: «Moi, ce qui me plaît», par exemple, c'est ce que ma théorie quand j'avais, salto arrière et même roman mouvement, c'était de dire: «En fait, ce qui compte, c'est le mouvement» et si tu peux aller, choper quelques mouvements de capoeira, quelques mouvements de gym, quelques mouvements de trucs machin, en fait, c'est juste bouger son corps qui fait du bien. Donc, trouve le truc qui te fait kiffer, quand tu bouges ton corps et après tu prends du plaisir et on pense toujours évidemment aux résultats physiques, mais là, c'est bien que tu en parles, c'est aussi les résultats mentaux quoi, que ça te permet de vraiment décompresser dans une journée, quoi. Grave. Et du coup, petite transition par rapport au focus, puisque j'ai changé quelques petits trucs, suite à notre discussion. Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de Ah! choses et par rapport à la diversification. Je t'en ai déjà parlé un petit peu, mais tu sais, au final, le fait d'avoir quand même beaucoup de choses dans ma vie, c'est, je pense que j'étais au final stressé sans le savoir. Et le fait de devoir sortir une vidéo par semaine parce que je m'étais engagé sur cette, chose-là, le fait, de faire les posts Instagram, le fait de devoir, faire la formation et de l'améliorer, le fait d'être kiné, le fait de faire du sport, je commençais à déborder un petit peu. Et au final, j'ai annoncé que j'allais stopper les vidéos hebdomadaires pour essayer de me concentrer sur des vidéos un peu plus qualitatives, un peu plus travaillées, prendre le temps, ne pas me mettre d'échéance, au niveau de la date de sortie. Et rien que ça, putain mais j'ai soufflé, mais genre, j'ai l'impression que tout le stress est parti, C'est tu vois? Le fait de me détacher de cet engagement que j'avais pris sur, la vidéo hebdomadaire, je me dis: «Mais ah, let's go, ça fait trop du bien». Et du coup, c'est mon petit truc, tu vois, pour me focus, un peu plus, en avoir plus le temps de me focus. Parce qu'en réfléchissant aussi, ce qui m'apporte moi des clients et qui fait développer mon business, c'est, les gens qui me découvrent sur Instagram et les gens qui me découvrent sur YouTube. Et le fait de faire des vidéos hebdomadaires moins travaillées et en fait, avec des scripts qui sont faits à la va-vite parce que j'ai pas le temps et de devoir faire ça de semaine en semaine, je pense que j'étais en train de me cramer, au final, au niveau de la qualité des vidéos, que je progressais plus et tout. Et on est là pour le long terme, donc je pense que c'est une bonne et décision, moi, quoi. j'ai Et du coup, merci par rapport à ça j'ai parce pris la que décision inverse. inverse, toi, c'est fou. Alors, je me suis pas la diversification. En vrai, moi, C'est tu sais, énorme. ça fait 10 ans que je bosse sur internet et ce débat-là il est incessant pour moi, ce débat entre, la qualité, la quantité, c'est quoi le mieux et cetera et en fait, je pense que comme plein de sujets, la réalité, elle est au centre et moi, je sais que, Mmh. ce que j'ai remarqué, en fait, en me laissant du temps pour les vidéos, tu sais, c'est la fameuse théorie, c'est que, faut que tu fasses vachement gaffe à ça parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, hein, avoir une deadline, ça crée énormément de stress et ça peut te mettre la pression. Ce qui peut derrière. En fait, tu sais, il y avait un mec, j'adorais ça. Il expliquait que l'anxiété, c'est la différence entre ce que tu attends de toi et ce que tu penses capable de délivrer. Tu vois. Et il dit quand tu es ex aequo, ça va à peu près. Le jour où tu commences à te sentir moins en confiance par rapport à ce que tu as dit, tu vois, à ce que tu t'es engagé, c'est là que c'est cet écart-là qui crée l'anxiété. Et du coup, il disait il y a deux solutions. Soit tu baisses tes exigences, donc là, c'est ce que tu as fait. Soit tu arrives à regagner de la confiance en toi et te dire ah, je peux le faire. Tu vois. Et en fait, souvent les deux, il va falloir jouer un peu sur les deux. Donc je pense que c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que je suis capable de produire avec le temps que j'ai disponible. Et je crois que nous, notre débat, moi, je pense être capable maintenant de produire chaque semaine un contenu de qualité. Donc un contenu, voilà, je me dis, il faut qu'il soit suffisamment qualitatif parce qu'en effet, on en a parlé ensemble, ça sert à rien voilà, de produire un truc qui soit pas top. Donc je veux être sûr que ça soit qualitatif, mais je pense que je peux quand même y arriver une fois par semaine en me mettant cette deadline. Et ce qui est cool, c'est que normalement, si je gère bien, le mercredi ou jeudi, je peux shooter ma vidéo. Et du coup, le soulagement, là, ça fait 3 semaines que je fais ça. J'ai publié donc 3 vidéos YouTube et là, j'ai tourné l'analyse de la nouvelle action Trident que j'ai enfin trouvée.
Le fait de faire ça, ce qui est génial, c'est que le jeudi, je me sens tellement soulagé, quoi. C'est-à-dire que le début de ma semaine, c'est vraiment chargé parce que bah, je suis là, écriture, écriture, je suis en mode, il faut que je termine cette vidéo, il faut que je termine cette vidéo. Mais le jeudi, je suis soulagé et je suis beaucoup plus soulagé, tu vois, que si j'avais passé la semaine un peu à chercher des trucs comme je faisais avant. Parce que le souci, voilà, quand tu te dis, ouais, je veux faire une vidéo de qualité, c'est qu'en fait, tu peux y passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, tu commences ton script, tu l'améliores, tu l'améliores. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si tu n'as pas de deadline aussi, faut faire attention parce que ça peut yes. durer beaucoup plus longtemps que prévu. Mais après, tu vois, moi, du coup, on en a déjà discuté, mais je me connais aussi sur le fait que je suis pas trop du genre à procrastiner et aller chercher la qualité, tu vois? Je vais pas Ouais, bah, passer c'est une ça, hein. semaine à pinailler avec mon monteur parce qu'il manque des trucs et cetera, tu vois? Genre, je sais que le parfait n'existe pas, fait est mieux que parfait, on l'a déjà dit. Par contre, je sais que aujourd'hui, prendre plus de temps pour écrire mes scripts et pour aller faire plus de recherches parce qu'en fait, je pars du principe que, tout ce que je fais, même si c'est un business aujourd'hui, je le fais parce que ça me fait plaisir, tu vois? Et là, je rentrais dans une phase où il fallait que je le Attention, fasse. ouais. Et en Mmh. fait, cette phrase-là, elle me va pas, tu vois? J'ai pas envie de devoir le faire, j'ai envie de vouloir le faire. Et il y a une grosse diff. Et du coup, le fait d'avoir stoppé cette échéance, hebdomadaire, ça me permet de reprendre du plaisir, plus qu'avant, même si j'en prenais déjà, mais de pouvoir, tu vois, me former à nouveau, avoir le temps d'aller me former sur des sujets, sur lesquels je suis pas forcément hyper fort et du coup développer de nouvelles connaissances et compétences pour pouvoir faire des vidéos un peu plus travaillées, passer du temps sur les scripts et cetera et je me dis: «Si on réfléchit à long terme» et c'est exactement la même chose que la bourse, tu vois? Je me dis: «Dans 10 ans, où est-ce que tu as envie d'être?» Mais je me dis: «Je suis pas si mal à faire des vidéos YouTube», tu vois? Et je me dis: «Si pendant 10 ans, j'arrive Ouais. à faire ça, ou en tout cas à progresser et à me faire progresser moi et mon audience avec moi, beh, je sais que dans 10 ans, j'aurai atteint un point sûrement au niveau, bah, de mon business qui sera bien plus élevé qu'aujourd'hui et je prendrai toujours du kiff». Donc Je suis en fait, c'est complètement ça que d'accord j'ai avec essayé de toi. Il switcher, faut c'est pas je me dis, sacrifier, je veux faut pas faire sacrifier, ouais, je veux plus de kiff que ouais, non, du mais reste tu et tu vas voir, plus tu vas et c'est gagner pour ça d'argent que et plus tu vas être dans cette réflexion-là de te dire: «En fait, c'est pas» tu vas te rendre compte que c'est pas plus d'argent qui va tout d'un coup, rendre ta vie magnifique, ça va te donner mmh, juste plus de flexibilité pour faire correspondre à ta semaine idéale, tu vois? Et moi, j'ai trouvé que ma semaine idéale, c'était celle-ci, tu vois? Parce que finalement, je suis hyper fier aussi quand je produis quelque chose. Donc tu sais, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est hyper dur et en même temps, tu es hyper content quand tu l'as fait. Donc du coup, tu veux quand même le faire, mais en même temps, c'est dur, tu vois? Et du coup, c'est trouver son bon équilibre et je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour créer du contenu de qualité, il faut aussi du temps pour se former. Je pense que si tu je vois, il y a des mecs qui font 3 vidéos par semaine sur YouTube, je sais pas comment ils font. mais en fait, si tu cours Tu après ça, tu pas le temps plus le temps de de réfléchir toi et de puis tu es dans ce truc où il faut la faire, la vidéo, allez go. Non, en vrai, il faut que ça reste un plaisir et que tu arrives avec quelque chose, tu te dis: «Waouh, c'est cool ce que je partage» et en même temps, se dire aussi que parfois, tu vois, il y a des semaines, moi, des fois, je me dis: «Ah, j'ai pas grand chose à je sais pas trop de quoi je vais parler» et finalement, en creusant un peu un truc, tac, tac, tu vois, tu arrives sur quelque chose et à la fin, tu sors ta vidéo et tu dis: «Ouais, je suis assez content de je suis fier de ce que j'ai dit» et cetera, quoi. Mais je suis comme toi, c'est-à-dire que dans ma semaine, finalement, je vais avoir le jeudi et vendredi pour justement, me former, répondre un peu à tout le reste, discuter avec toi sur le podcast. Tu vois, tous ces éléments-là, ils sont importants, ils font tampon dans la semaine et ils me permettent de revenir le lundi avec justement des idées fraîches frais, et ouais. être reposé. Et je te rejoins complètement sur l'aspect aussi se détendre. Tu vois, c'est un peu ça. J'avais vu un exercice dans un bouquin que j'avais trouvé très bien. Il disait, il faut imaginer que toutes les responsabilités que tu as, et en fait, on en a de plus en plus. Tu sais, quand t'es gamin, t'as aucune responsabilité. Donc la vie, elle est trop cool. Tu fais juste ce que tu veux. Tu vois, tu te poses pas de questions. Petit à petit, tu as des responsabilités. Tu vois, sur OK, par rapport personnel, professionnel. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et c'est un peu des briques, tu vois, que tu mets sur tes épaules, et ça finit par te peser. Et un truc qui est intéressant dans la méditation, c'est justement, et elle disait, imaginez que ces briques-là, tu les prends et tu les donnes à quelqu'un. Tu vois, genre, tu les prends, hop, et tu sens le soulagement. C'est-à-dire que c'est purement mental, en fait. Tu sens le soulagement de plus avoir cette responsabilité-là. Tu l'as toujours en soi, mais je trouvais que c'était un très bon exercice mental de se dire, en fait, à des moments dans la vie, il faut s'enlever ça. Parce que Ouais, c'est sinon, tu ne ça. peux même pas être en week-end, tu peux même pas profiter. Parce que tu vas toujours te dire, ah putain, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça. Je sais que les meufs parlent beaucoup. Je pense que c'est le mot de 2023, la charge mentale. Mais en fait, ça s'applique partout. En fait, c'est-à-dire, c'est vraiment se dire, est-ce que je suis capable de me détendre? Et dans un monde hyper connecté qu'on est, si tu n'as pas vraiment t'as mis en place des routines qui te permettent de couper complètement et de penser à autre chose, eh ben, en fait, tu l'as pas cette détente-là, quoi. Mmh mh. Non, de ouf. C'est très compliqué en vrai, c'est un sujet qui est et je pense qu'il y a des phases aussi. Je pense qu'il y a des phases où en fait, tu vas être, très content et très productif et tu as envie de charbonner et tu as envie de faire grave de vidéos comme tu peux l'être actuellement
et Ouais. tu auras peut-être des phases Rendez-vous où, les amis, rendez-vous dans quelques semaines parce que là, je suis en mode, chaud. En plus, on va partir en Roumanie avec Sven, on va se focus sur la refonte de la formation. J'ai plein d'idées, l'app Trident a été lancée, on a des très bons retours. Donc je me dis: «Waouh, trop bien et tout» et en effet, faire attention parce que là, c'est l'été. C'est-à-dire que mentalement, pour moi, c'est l'été. ouais, Derrière, il y a l'automne. Généralement, l'automne, c'est justement, j'aimais bien ce concept de 4 saisons. L'automne, c'est quand tu commences, tu es tellement excité que tu prends trop de projets. Du coup, au bout d'un moment, tu commences à perdre en focus. Donc ça, c'est l'automne. Tu as encore l'énergie, mais tu as plus de focus. Ensuite, tu as l'hiver, c'est-à-dire que tu as tellement de choses à gérer qu'au bout d'un moment, tu passes en hiver, c'est-à-dire que tu as plus d'énergie, plus de focus. Et alors là, mon gars, tu es dans ton lit en mode pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. De toute façon, les gens n'ont ouais. rien à foutre de ce que je produis. C'est nul, etc. Donc tu te remets, voilà. Et la seule manière de sortir un peu de l'hiver, c'est finalement de reprendre du focus. Donc au début, tu reprends du focus, tu n'as pas d'énergie, tu n'as toujours pas d'énergie. Et c'est justement en te concentrant que tu finis par retrouver de l'énergie parce que tu te dis, OK, bah, j'ai que ça à faire et tu reprends de la confiance en toi, tu vois. Et l'idée, c'est Bah, c'est un peu ce que j'ai fait là, tu vois? d'éviter l'hiver. Et tu vois, toi, tu as senti que l'hiver allait approcher parce que justement, tu commences à faire trop de choses, il y avait trop de choses. Direct, tu t'es dit, OK, je me refocus, je simplifie les choses. Et je pense que tu as tout à fait Mmh. raison parce que ça va te permettre de gagner ça va te permettre de gagner en énergie, quoi. Et en plus, enfin, c'est con, mais rien qu'avec le podcast, tu vois? C'est quelque chose qui est trop bien parce que, un, c'est cool à produire, c'est simple à produire. Je pense qu'on apporte pas mal de valeur à travers notre discussion, que ce soit et même moi personnellement, j'en tire beaucoup de valeur et ça me fait une présence, tu vois, sur YouTube, quasi hebdomadaire donc je me suis dit: est-ce que les gens ont envie de voir ma tronche aussi, 8 fois dans le mois avec, une vidéo sur ma chaîne et une vidéo, podcast et cetera? Je me dis: «Bon, je sais pas, mais en tout cas, j avec ce podcast, je sais que je serai présent et je vais pouvoir plus prendre de temps pour, créer des contenus, moi, sur ma chaîne perso, qui vont un peu plus loin et un peu plus travailler donc c'est un bon Ouais, équilibre ouais. aussi, On va dire que le je podcast, on va trouve essayer avec ce je pense podcast. que le podcast, c'est un format pour les gens qui sont fans, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de découvrir un peu qui se disent: «Putain, mais voilà, le 1 de gens qui regardent ta vidéo, qui se disent: «J'adore ce mec et j'ai trop envie» et je suis sûr que les gens qui nous écoutent là depuis 30 minutes, on vous rencontrerait en vrai, on s'entendrait trop bien. De ouf. Et du coup, c'est ce format-là, il est vraiment fait pour les fans et après sur YouTube, on essaie peut-être de proposer plus un contenu, focus, spécialisé sur un sujet. On essaie de répondre vraiment à une question précise. Je pense que c'est un peu l'équilibre, l'équilibre à trouver, quoi. Grave et petit truc aussi là, par rapport je reviens par rapport à Londres. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, «Dépenser plus pour gagner plus»? Parce que ça m'a titillé un petit peu, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'à Londres, là, j'ai passé 4 jours en mode, bah, pareil, c'était un peu YOLO, j'ai dépensé un peu sans compter et au final, j'ai peut-être perdu de l'argent, mais je suis revenu avec, encore plus envie qu'avant d'arriver à ce stade-là où je pourrais vivre ces 4 jours «presque tout le temps» entre Ouais, guillemets, tu vois? ouais. Donc au final, est-ce que donc dépenser plus pour gagner plus, peut-être pas sur une année complète, mais au final, se lâcher de temps en temps, je sais pas si tu le fais toi, je pense que oui, De toute façon, on est potentiellement, pareil, tous mais les 2, on a ça un peu ça te motive ce à truc-là. Bah, en tu vois fait, moi, là, j'aime bien l'idée des fois et je te l'ai dit, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai arrêté de regarder les prix de certaines choses et j'avais un pote une fois, je me souviens toujours, un de mes meilleurs potes, on était au resto, il m'a dit: «Tu sais, je crois que être riche, c'est aller au resto et arrêter de regarder les prix», tu vois? Et commander ce qui te fait envie, tu vois? Et je suis hyper content parce que moi, j'ai arrêté de regarder les prix au resto et j'ai arrêté de regarder les prix quand je fais les courses. Donc j'ai pas encore arrêté de ouais, regarder les prix des hôtels parce que les hôtels malheureusement ouais, c'est pas tu la peux même, monter plus. c'est un peu cher, ouais. Mais en fait, je suis à un stade en effet où je me dis: «Je gagne suffisamment pour pas avoir besoin de compter justement chaque centime» et en fait, ça me libère à nouveau, on revient sur cette espèce de libérer des fois des parties de ta vie. Ça te libère cette charge mentale de te dire: «Attends, ah putain ce paquet de pâtes il est moins cher», tu vois? Tu prends juste ce qui te fait envie quoi. Et du coup, tu es un peu comme un enfant et cetera, tu vois? Alors des fois, quand je vois que la note elle est hyper salée, des fois je vais regarder la note, je vais dire: «Attends, pourquoi ça m'a coûté aussi cher?» Donc là après, tu vois, tu peux toujours adapter. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable. Là, pareil, on a réservé les billets avec ma chérie, on va partir en Thaïlande pendant 3 semaines. Ça fait plaisir de, tu vois, pouvoir prendre des superbes hôtels, de pouvoir se faire, tu vois, et ma chérie, elle est toujours en mode, non, mais attends, Mais grave. calme-toi, ça suffit là et tout. Et moi, je suis là, allez, on prend ça aussi, tu vois. Et ça fait plaisir d'être dans cette abondance, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, putain, ouais, j'aimerais bien pouvoir continuer dans ma vie de me faire plaisir comme ça et pas être dans ce truc de devoir me Mais restreindre sans arrêt, quoi. c'est ça et puis tout est plus simple, en fait. Genre là, moi j'ai pas encore ce niveau de enfin, je gagne bien ma vie et je suis, pas à plaindre du tout, mais j'ai pas encore atteint ce niveau où, tu sais, ça y est, j'ai shifté en mode, je peux me faire plaisir et ça va bien aller. Parce que je regarde encore, les cours, je regarde pas trop, mais les restos, quand je vois, une bouteille, de vin à 80 balles, beh, ça me pique un peu, tu vois? Bien sûr. Mais, petit à petit, ça va continuer Il y a un à bouquin, progresser, il y mais, a un bouquin que je te recommanderais juste, j'y pense Clément, qui s'appelle, je vais noter. Millionnaire, ah là là,
est-ce que je vais louper ce bouquin alors qu'en plus, j'allais dire un millionnaire mindset, hem c'est un bouquin qui m'a vachement, influencé sur l'aspect mindset, du millionnaire. Je vais te le retrouver là, je vais me balader dans la bibliothèque Kindle. Mais en fait, ce qu'il explique, je trouvais intéressant parce que lui, il était vraiment beaucoup plus sur l'aspect, en fait, pour être c'est avant tout un game de mental, tu vois? Et je sais plus qui c'est, je crois que c'était un peu excessif, hein, mais je sais pas si c'était pas Richard Branson qui, même quand il était pauvre, il prenait toujours la business class parce que pour lui, c'était: «Je suis déjà riche», tu vois? Genre dans sa tête, c'était sûr, il était déjà riche, tu vois? Et je pense, alors, tu vois, c'est toujours un équilibre. C'est-à-dire que je pense que ça, tu peux aller trop loin dans ce truc-là. Même moi, j'ai fait l'expérience où je suis allé trop loin. J'ai acheté des trucs qui me servaient plus à rien. Tu vois, je dépensais dans des choses alors que j'aurais mieux fait d'investir. Donc, il faut faire attention. C'est comme tout dans la vie, c'est un équilibre. Mais je pense que c'est important régulièrement de se payer un bon truc, tu vois, genre un bon massage, Mmh. un truc qui te fait kiffer, évidemment, tu vois, un étoilé, un truc un peu stylé et te dire, bah ouais, je suis quelqu'un qui a les moyens de faire ça, je suis à ma place, je le mérite, tu vois, et ça te donnera encore plus envie, comme tu dis, de poursuivre ça et d'aller plus loin, Mais, quoi. tu sais, c'est rigolo parce qu'au niveau patrimonial, tu sais, je faisais des vidéos où je montrais un petit peu l'évolution, de mois en mois. Donc ça aussi, c'est un format que je vais changer et je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Mais, j'ai envie, tu vois, vu que je le documente sur YouTube, j'ai envie de me mettre des caps où, le jour où je touche ce cap, beh, je me fais un gros plaisir, tu vois? Quelque chose que je kiffe et que j'ai vraiment envie d'avoir. Je t'avais déjà parlé, je crois, de la vieille Ford Mustang que j'ai envie d'avoir, parce que c'est un de mes rêves depuis que je suis tout petit, d'avoir cette voiture de collection. Et je me dis: «Vas-y, le jour où je touche, bah, 254 patrimoine net, bah, let's Je mets go, les vas-y, 250K dans la prem voiture. 1 non, non, ça coûte pas ça coûte, 30 000 balles en vrai, donc ça reste quand même, OK. honnête. C'est un coût, mais je me dis: «Vas-y», tu vois, genre, level, atteint, beh, boum, récompense et level suivant atteint, boum, récompense et aller, tu vois, de level en level comme ça, je pense que ça peut être hyper motivant et hyper gratifiant du coup quand tu atteins et que tu t'offres ce truc-là pour lequel tu as travaillé. C'est, je trouve ça super cool et pour revenir par rapport à Londres et par rapport au fait de dépenser, aussi, il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est que vraiment quand tu comptes pas, parce que là, du coup, j'ai pas trop compté pendant 4 jours, la vie, elle est vraiment plus simple, hein. Parce que tu réfléchis pas, si tu vas prendre le métro ou si tu vas prendre le Uber, bah, tu prends le Uber direct parce que tu gagnes du temps et que c'est plus facile, machin. Tu réfléchis pas à ce que tu vas faire ce soir parce que, tu as pris des billets pour aller voir une comédie musicale hyper stylée dans un théâtre de ouf et tu te fais plaisir, tu Ouais. vois? Et en fait, genre, ne pas compter, mine de rien, tu vois, je pense qu'il y a des limites aussi à ça, mais quand on dit que l'argent fait pas le bonheur, je pense que ça, c'est du bullshit, mais fort, 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 hein. Parce que je pense qu'à un certain niveau, c'est pas ça qui va si tu as des merdes dans ta vie, tu auras des merdes dans ta vie, tu seras malheureux dans tous les cas parce que c'est pas ça, c'est pas lié à l'argent. Par contre, au niveau de la simplicité des choses, quand tu as Ouais, les ça moyens, en ça vrai, facilite et c'est c'est super agréable quand mais des justement, grave de quand ouf. tu as pas eu cette facilitation-là, ça fait vachement du bien. Le bouquin là, avant que j'oublie, parce que je sais qu'en commentaire vous allez me tuer si, je tease un bouquin que je donne pas le nom, c'est Secret of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Vas-y, Donc les secrets d'un esprit millionnaire, si tu veux le regarder en français, parce que je crois que ton niveau d'anglais n'est pas encore, top top, Clem, il va falloir bosser ça. va falloir que je bosse T. ça. Harv Eker, Je vais partir en c'est vraiment à l'américaine, mais c'est un des premiers bouquins et tu sais, j'en parlais sur mon défi du million. En fait, j'ai lu ce bouquin, mec, au collège, en 2012, je crois, ou un truc comme ça, que je dise pas de bêtises, oui, 2012, et à la fin, il te dit: «Vas-y, engage-toi à être millionnaire dans 10 ans», tu vois? Et tu l'écris sur un papier, tu le fais signer, et je l'avais fait signer à ma petite sœur. Donc tu vois, c'est fou quand même la Tu avais vie. fait une vidéo Et j'avais là-dessus, fait une vidéo en expliquant non? parce que, du Ouais, coup, je je me suis rappelle. arrivé au lycée, tu sais, un peu en mode: «Ah les gars, moi je vais être millionnaire dans 10 ans». Ah, les mecs ils me regardaient en mode: «C'est qui ce?» Et un de mes potes, il m'a C'est dit: Gus. «Ah ouais, OK, moi je pense que non, je pense que tu n'y arriveras pas». Je lui ai dit: «OK, si tu veux, on fait un pari, OK, on parie quoi?» Bah, celui qui gagne, il file sa meuf à l'autre, je sais pas quoi, tu vois? Enfin bref, des trucs de Bon, lycéens. les conneries d'ado, quoi. Mais ça m'a, tu vois, l'air de rien, je l'ai gardé ce truc-là, et je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux gens du lycée, bah, je suis, probablement, celui qui a le plus fait grandir son patrimoine parce que j'avais cet intérêt dès le début. Je m'étais dit: «Ouais, ouais, non, en fait, j'ai envie d'être à l'aise dans ma vie et j'ai envie de pouvoir, être libre», et c'est juste qu'il faut pas tout confondre, en effet, comme tu dis, tu vois? C'est, bien se comprendre que l'argent, elle t'apporte cette liberté-là, mais acheter uniquement les choses qui te font kiffer, dépenser dans les choses qui te font vraiment plaisir, et pas commencer à partir dans des trucs d'ego ou de: «J'achète ça pour montrer que je suis quelqu'un», ou tu vois? Ouais, ça, c'est pas Ça, c'est bon. vraiment pas bon. Et Mais tu vois, c'est même pas ça, même en dehors du matériel, en fait, c'est plus au niveau de la je sais pas, de la simplicité. Par exemple, tu vois, toi, tu te fais livrer les repas, je crois? Ou je sais pas si tu te les fais livrer, mais en tout cas, tu as des ouais, plats, je ouais, sais que tu ouais, as c'est des ça, plats c'est préparés. Tu vois? Si tu aimes pas faire la cuisine et que tu as envie de manger équilibré, varié et cetera, moi, je cuisine.
mais vas-y, je suis pas cuisinier. Genre, au bout d'un moment, je mange tout le temps Eh la gros, même chose, ça revient toutes les tu semaines. devrais essayer la Season parce que, je crois que c'est les plus gros du marché. J'ai pas fait l'étude comparative, pourtant c'est un des éléments, principal, quand je regarde des boîtes dans lesquelles investir. On en parlera peut-être dans ce podcast, je sais pas si on aura le temps. C'est vraiment à quel point, il y a un acteur qui domine le marché. Mais j'en avais testé un autre avant qui était plus petit et en fait, là tu vois la puissance du scale, c'est-à-dire que les recettes sont bien meilleures, et beaucoup plus variées et cetera et je trouve que c'est très bon et franchement les prix alors certes, moi j'en achète beaucoup et tout, mais je crois que ça me revient à peu près à 7 € le plat. Si je dis pas de bêtises, allez, on va dire 8 et c'est aussi parce que j'en prends en quantité, ma chérie aussi mange ces plats-là. Mec, ça m'a changé la vie, quoi. Genre et je me dis pour 8 € Ouais, pour moi, c'est tellement rentable parce qu'en fait, 8 €, tu vas me dire: «Ouais, c'est cher et tout», mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a plein de gens le midi, ils vont bouffer un sandwich Apple qui va leur coûter, menu boisson qui va coûter 10 balles. Donc en fait, déjà sur toutes ces fois-là, en fait, c'est plus rentable, tu vois, de passer avec ça. Même les cantines et tout, des fois, ça peut coûter cher, tu vois? Et pour une qualité qui est vraiment médiocre. Là, c'est hyper bon. Je te jure, des fois, on n'a même plus envie d'aller au resto tellement c'est bon. Il y a des plats, vraiment, je me dis: «C'est délicieux». Je dirais pas tous, mais on va dire 80-90 des plats, je me dis: «Waouh, c'est trop bon». C'est varié, c'est équilibré, j'arrive à perdre du poids parce que justement, j'ai que ma barquette, donc je mange ma barquette et après c'est fini. Et en effet, c'est tout le temps de réfléchir à: «OK, qu'est-ce que je vais manger?» Je vais faire les courses. Ensuite, je cuisine. Ensuite, je fais la vaisselle et tu enlèves tout ça et en fait, le soir, c'est juste un moment, on kiffe, on mange et on parle de notre journée avec ma chérie, quoi. Donc pour moi, mais c'est tu sais tellement que gagnant et moi, la mienne, ma chérie, elle veut pas faire ça. Elle veut pas parce qu'elle aime bien cuisiner et je sais pas, genre, elle est pas ça lui dit pas, mais je pense qu'un jour, je vais péter mon plomb et je vais, tu sais, l'acheter, dans son dos. Elle va arriver, genre, tous les plats, ils seront dans le frigo et vas-y, let's go, cette semaine, on teste ça et je suis sûr qu'à la fin de la semaine, au final, bah, ma chérie était pas du genre, tout je suis sûr partante qu'elle aussi change et en d'avis. fait, tu sais, ça me fait rire ces choses-là. Faudrait faire une liste des choses où les gens sont hyper négatifs. Moi, je pense par exemple au Kindle, tu vois? À chaque fois, je parle des gens de la Kindle, ils me disent: «Ah non, mais moi je préfère le papier». En fait, tout le monde dit ça. Tout le monde dit qu'il préfère le papier. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu as testé une Kindle en fait, je connais personne qui a vraiment testé une Kindle, genre pendant 30 jours et qui s'est mis à lire des bouquins dessus et qui me dit: «Je préfère le» en fait, je suis retourné au papier, tu vois? J'en connais pas. C'est-à-dire toutes les personnes à qui j'ai fait essayer, En même temps, c'est tellement c'est trop pratique. pratique et du coup, je pense que Moi, les je suis en plats, train c'est pareil. de C'est-à-dire que, OK, tu aimes bien cuisiner, mais tu aimes bien cuisiner vraiment tous les jours. Tu vois, c'est ça qu'il faudrait que tu demandes à ta chérie parce que mais c'est ce que je lui ai dit, tu vois? Je lui ai dit: «En vrai, la semaine, on est tout le temps en galère en train de on est en speed, elle ouais bosse, moi je bosse, machin». Donc on arrive à midi des fois, c'est, en 15 minutes, il faut faire un truc. Au final, c'est pas bon. Genre, enfin, c'est la même chose que 2 jours avant. Je lui ai dit: «Au moins, on fait ça la semaine», tu vois? Comme ça, on peut et profiter du temps qu'on a en dehors et du les taf courses, et le week-end, mec aussi, le nombre de on se plats fait préparés que tu as tendance à acheter en course. Moi, je sais que j'ai acheté au bout d'un moment, j'ai acheté Picard, non, nous, on achète que frais j'ai par acheté contre. beaucoup de Non. moi, j'avoue que j'ai acheté, bah, en fait, par flemme, justement, je me disais: «Ah vas-y, ça sera plus rapide d'acheter, un Picard, d'acheter, des fois quelques plats et tout» et en fait, ces plats-là sont pas forcément très bons pour la santé, sont pas forcément très bons en plus quand tu les cuisines parce que voilà, c'est pas très frais et cetera et quand tu achètes du frais, ben, en effet, en termes de temps de préparation, c'est beaucoup plus long. Bah, ouais, parce que nous, on achète que du frais, tu vois? Tous les légumes, c'est frais, Ah, c'est c'est ça, c'est cool. vraiment, on part des aliments, genre, on a que des aliments, de base, en fait. Genre, mon frigo, il est triste, il est tristissime, hein. C'est, du poulet, du saumon, un brocoli, des courgettes, genre, des pommes, enfin, vraiment, Non, mais c'est bien, c'est très simple, mais c'est il faut le healthy cuisiner, et tu moi, vois? j'étais comme toi, hein, avant, j'étais très, j'achetais beaucoup, je passais beaucoup de temps à faire les courses, à cuisiner, à trouver les trucs, et je pense que c'est bien, tu vois? On continue quand même d'aller au marché, d'acheter un bon fromage, mais on achète en fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, quand on fait les courses, il y a plus ce truc de: «Ah putain, il faut que j'achète, tout pour être sûr de rien man» en fait, on fait des courses plaisir, quoi. On va s'acheter un bon fromage, un bon yaourt, un Mais bon grave. dessert, une petite pâtisserie, un petit truc, tu vois? Quelques œufs, tu vois? Mais et ma chérie continue, des fois, elle se dit: «Ah, j'aimerais bien faire, je sais pas, une tarte aux abricots, à la cerise», en ce moment, c'est les cerises. En fait, on continue de le faire, quoi. Donc elle continue d'avoir le plaisir, de cuisiner, que moi, j'avoue, j'ai pas trop. Moi, la seule chose que je sais faire, à la limite, c'est des pop-corn. Et en même temps, elle Pas l'avoue, énorme. c'est incroyable, le temps, le gain de temps que ça te donne, quoi. De ouf et est-ce qu'on parlerait pas un peu de bourse? Ce serait Est-ce pas que, mal après 4 alors, podcasts, ça non? aura pas été un Est-ce sujet, que focus, bourse, mais mais si vous êtes, jusqu'ici, mais c'est le cadeau, ça quoi. serait C'est pas le mal, je cadeau, pense. parlons bourse. Parce que je sais, étant membre Trident que tu as enfin trouvé la 5e, action. Yes. Donc on peut parler un petit peu du processus. Je sais pas, tu avais des sujets à aborder là-dessus, Ouais, ouais. Bah, ça a été, comme j'en ai parlé dans le podcast, ça a été galère, mais en fait, c'est normal. En fait, tu sais, j'avais dit, notamment à Warren Buffett, j'aimais bien, il donnait cet exemple, il disait: «Tu serais un meilleur investisseur si tu avais 20 tickets». Je sais pas si j'en avais parlé dans le podcast de ce truc-là. Tu avais, genre un truc, tu sais, les trucs que tu tamponnes là, comme les cartes de fidélité
et tu as 20 trous dedans Ouais, et c'est ton ticket pour la vie et pas un de et pas un de plus. plus. C'est-à-dire que Mmh. dans ta vie, tu as le droit à 20 choix d'investissement, c'est tout. Il disait si tout le monde avait ce ticket-là, c'est-à-dire que en gros, tu as le droit d'acheter que 20 actions dans toute ta vie, tu réfléchirais bien plus avant d'acheter une action, tu vois? Et c'est Peter Lynch aussi qui disait ça et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il dit la majorité des gens, quand ils vont acheter par exemple une télé, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder sur les numériques, les comparaisons, ils vont aller regarder les prix, ils vont mettre des alertes pour les promos, tu vois? Ils vont vraiment, faire le travail, quoi. Ils vont voir les mauvais avis, les points positifs, le rapport qualité-prix, tout ça. Et donc, ils font ça sur les trucs que tu achètes. Et par contre, acheter une action, ah, il y a ce YouTuber qui a dit que cette action, elle allait faire x5, ou il y a cette crypto, c'est un de mes voisins, il m'en a parlé, c'est un projet de dingue, ça va faire x10. Tu vois. J'ai acheté. Donc, tu vois, j'aime bien cette idée de restreindre finalement le nombre de décisions d'investissement que tu prends dans ta vie parce que ça te force à prendre de très bonnes décisions. Et quand tu regardes, et je t'avais envoyé une vidéo YouTube en anglais là-dessus à ce sujet qui je trouvais impressionnante, il citait en fait à quel point les résultats des grands investisseurs sont finalement dépendants de seulement quelques décisions. Même Warren Buffett qui fait ça depuis 80 ans, c'est genre 10 décisions d'investissement qui ont fait toute sa richesse. 10. Et c'est Warren Buffett qui fait ça depuis 90 ans. Donc il y a plein de gens, en fait, c'est deux décisions, une ou deux décisions. Tu vois, ils ont décidé d'acheter Amazon en 2012 et boum, c'était fini. Ils ont décidé d'acheter Et Costco en 2000 et depuis, c'est fini. Et en fait, on a du mal à penser comme ça. Mais en fait, moi, je vais acheter 10 actions, mais il est fort probable qu'il y en ait seulement deux ou trois qui génèrent 90% de la performance finale, tu vois, sur 10 ans. c'est ça. Est-ce que tu vois, au final, Warren Buffett, il dit qu'il y a 10 actions qui lui ont remporté la majorité de sa performance. Mais est-ce que tu penses que c'est, le fait d'avoir restreint ses décisions? Parce que Warren Buffett, il a quand même eu, pas mal d'actions depuis le temps et c'est pas non plus un mec qui fait du beaucoup de rotation, mais il en a quand même acheté plusieurs et parfois il les revend. Enfin, c'est pas en mode, buy and hold pendant, 80 ballets. Donc il y a eu de la rotation. Et est-ce que tu penses pas que c'est, au final, le fait d'avoir eu un échantillon un peu plus large qui l'a fait choisir les 10 bonnes actions et qu'au final, c'est en fait, un petit pourcentage de réussite sur l'échantillon total qu'il avait Ouais, acheté? mais alors, le Il y a il truc, y a c'est il y a une part de qu'il y a chance, une part de là-dedans chance, aussi, tu mais vois? le truc, c'est que si tu prends 50 actions et que tu en as une qui explose, bah, tu vas pas vraiment exploser parce que tu auras mis que 1/50e de ton capital dedans. Et c'est pour ça Mmh qu'il faut mh. trouver le juste équilibre. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, étant donné le travail d'analyse très poussé que je fais sur chaque entreprise, 10 entreprises, ça me va bien parce que je sais que s'il y en a une qui marche, ça va vraiment, tu vois, il y a 10% de mon patrimoine qui est dedans, donc je vais vraiment pouvoir en bénéficier. Ce que les gens oublient, c'est qu'en fait, ça sert à rien de faire x100 sur une crypto sur laquelle tu as mis 2 euros ou 20 euros, tu vois. En fait, ok, super, mais tu vois, il faut trouver des investissements dans lesquels tu as suffisamment confiance, qui ont cette capacité de pouvoir te rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Donc souvent, c'est pas non plus, tu vas pas non plus faire x100, évidemment. Souvent, les x100, c'est des trucs très risqués sur lesquels il est impossible Ouais, de ouais, ouais. prédire, justement. Donc c'est le loto. Mais tu as aussi des actions qui ont cette capacité de compound chaque année et de te faire 10-15% par an. Et si tu fais 10-15% par an, on le sait tous les deux, pendant 10-20 ans, tu te retrouves avec une somme très très confortable à la fin. Plutôt bien. Donc, je pense que Warren Buffett, il a fait des erreurs aussi, tu vois, il l'explique à chaque fois. Et en fait, son travail, ça a toujours été de se dire, OK, c'est quoi les actions? Et là, c'est ce qu'il a fait dans sa dernière lettre aux actionnaires en expliquant, ben voilà, Coca-Cola et Moody's, il a cité ces deux exemples-là. Il dit, voilà, c'est des boîtes, je les ai achetées et elles ont fait que compound, 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 compound. Et c'était les bonnes décisions d'investissement. Ça fait partie de mes meilleures décisions d'investissement. Donc, forcément, dans le tas, il y en aura eu des moins bonnes. Mais je pense que de bien réfléchir à chaque fois et de se dire, OK, celle-ci, est-ce qu'elle a le maximum de chances d'être une bonne décision? Tu sais, je parle dans la formation de 90% de chances de succès sur les 10 prochaines années. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, je dis jamais 100% parce qu'il peut toujours se passer un truc, mais il faut que je me dise, OK, je vois pas comment cette boîte-là, dans 10 ans, elle n'est pas plus grande. C'est-à-dire, à moins qu'il se passe un séisme, il y a une catastrophe, etc. Tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait, voilà, tu vois, c'est mettre le maximum de chances de son côté. Et un des critères, alors j'ai une énorme checklist où je vérifie plein de choses, mais je ferai d'ailleurs une vidéo YouTube là-dessus, je pense, sur la checklist en 20 points que j'ai développé. Mais je pense qu'un des critères les plus importants pour maintenir la profitabilité sur le long terme, c'est vraiment d'avoir une prise presque quasiment monopolistique. Si tu regardes les boîtes que Warren Buffett, sur lesquelles il a eu un grand succès, c'est des boîtes qui ont quasiment un monopole, un duopole. Donc globalement, en fait, elles sont dans des industries où il y a 80% des profits de cette industrie qui sont générés par un ou deux acteurs. Donc Coca, bah voilà, ils sont en duopole avec Pepsi. Moody's, c'est un duopole avec S&P Global. Apple, c'est un monopole à lui tout seul, tu vois. Et tu remarqueras, j'ai bien dit 80% des profits. C'est-à-dire qu'Apple ne fait pas 80% des ventes de smartphones. Par contre, si tu prends les profits de l'industrie du smartphone, Apple récupère 80%. Parce que Ouais. ils ont des avantages compétitifs. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que les avantages compétitifs sont toujours bien en place? Et est-ce qu'ils vont pouvoir voilà, continuer d'être présents?
Et généralement, quand l'entreprise a vraiment cette position de monopole, elle est capable de réinvestir son capital vraiment avec des très bons retours sur investissement parce qu'elle conserve sa profitabilité et que les concurrents n'arrivent pas finalement à pénétrer la douve, hein. C'est le concept de douve. Et c'est ça qu'on analyse vraiment dans une boîte, c'est se dire qui pourrait venir embêter cette boîte en fait, qui y arriverait et s'ils n'y arrivent pas, pourquoi ils n'y arrivent pas quoi. Et tu sais que c'est intéressant aussi par rapport aux actions qui performent bien. Parce que quand tu regardes au final même, sur un indice S&P 500, qui a plutôt bien performé depuis le début de l'année, si tu regardes les performances à l'intérieur du S&P 500, je crois que si tu prends Apple, Amazon, Google et Microsoft et juste ces 4 là, avec du coup la belle évolution que ces 4 boîtes ont eu depuis le début de l'année, ça fait quasiment la majorité de la performance de l'indice. Ouais. Donc au final, tu vois, même quand tu es, sur un ETF, parfois tu te retrouves mine de rien concentré sur certaines boîtes qui, Ouais, c'est un peu après c'est un vont peu te l'argument te des porter vers le haut, ETF, hein. c'est de se dire: «C'est tellement dur, il y a tellement peu de boîtes qui vont driver tout l'indice, autant acheter tout le panier, comme ça je suis sûr de l'avoir, la boîte qui va driver, tu vois, toute la performance». Donc je trouve qu'il y a des points intéressants dans cette partie-là, tu vois, de se dire, voilà. Mais finalement, tu peux aussi créer ton propre portefeuille en surpondérant certaines boîtes et je pense qu'il y a vraiment des caractéristiques. C'est-à-dire que si tu analyses les boîtes qui ont eu du succès, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le succès laisse des traces, tu vois? Il y a des fondamentaux qu'on peut regarder, le Mais retour sur capital investi, je parle beaucoup de ça, je parle beaucoup des marges, en analysant le business, les parts de marché, et cetera. Il y a des critères vraiment précis qui expliquent pourquoi cette boîte a réussi. Et mais c'est ça que je comprends c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est, mine de rien, on commence quand même à enfin, si on s'intéresse un petit peu à la bourse depuis un petit moment, ce sont les mêmes critères qui reviennent la plupart du temps. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas aller chercher c'est pas le tout petit critère, que personne ne regarde qui va faire une énorme différence sur, ton choix d'investissement. C'est la plupart du temps, ça va être, la croissance, ça va être la rentabilité, ça va être l'avantage concurrentiel, ça va être, les marges, et cetera, et cetera. Et ce sont quand même les mêmes critères pour tout le monde et je comprends pas que, tout le monde n'ait pas cette logique en fait d'aller chercher les meilleures entreprises possibles. Après, il y a différentes approches d'investissement, tu vois? Mais je me dis: «C'est il y tellement a logique en non, fait que, j'ai l'impression que c'est trop non, facile». parce que comme tu l'as dit, il y a plein de valeurs. Il y a des gens qui sont plus value, tu vois, qui vont vraiment aller chercher des actions décotées et voilà. Il y a des gens comme moi qui sont beaucoup plus aller chercher vraiment de la qualité et du coup avoir moins d'actions, mais vraiment de très bonne qualité. Souvent, ces actions de très bonne qualité, elles vont être chères et du coup, les gens qui sont value vont pas vouloir les acheter en disant elles sont trop chères. Et souvent, moi, je pense que l'erreur que font beaucoup de gens value, en fait, si tu regardes les boîtes qui ont le mieux performé sur les 20-30 dernières années, en fait, elles étaient chères. Mais en fait, elles étaient chères parce que si tu prenais pas en compte le fait qu'il y allait avoir une vraie durabilité dans leur avantage compétitif et dans leur marque, en fait, qui allait vraiment pouvoir Mais générer cette surperformance. Donc, moi, je suis prêt à payer un peu plus cher parce que je sais que c'est la porte d'entrée vers des boîtes d'extrême qualité qui seront très difficilement voilà, qui vont très difficilement se faire concurrencer. Donc ça ne veut pas dire que tu payes n'importe quel prix parce qu'il y a toujours des boîtes on a parlé d'NVIDIA la dernière fois, où là, les fondamentaux, voilà, on a une décorrélation complète, on a de la hype, on a quelque chose qui est plus du tout basé. Donc moi, je me base toujours sur les cash flows, ça c'est hyper important. Et un autre point qui est très important, c'est que tu as beau savoir les choses, il y a plein de gens qui ne les mettent pas en pratique. Et je pense qu'il y a plein de gens, si tu demandais à 100 personnes dans la rue, c'est quoi, ou 100 personnes dans la rue, même 100 investisseurs, c'est quoi une bonne entreprise, c'est quoi une bonne action, je pense que tu aurais 100 réponses différentes. C'est-à-dire qu'on n'est mais pas ça dépend du d'accord. prisme de chaque Voilà. personne. Mais en fait, mais c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre parce que mine de rien, si tu fais des études sur, ce qui s'est passé, ce que tu as fait d'ailleurs avec les 500 entreprises du S&P 500 en allant voir du coup, tous les critères de qualité et la surperformance qu'elles ont eu par rapport au S&P 500, tu as quand même un score sans appel où les entreprises de meilleure qualité ont mieux performé que le S&P 500. Les entreprises de moyenne qualité ont fait à peu près pareil et les entreprises qui ont une mauvaise note de qualité ont fait moins, tu vois? Donc Ouais. au final, si tu fais une rétrospective, c'est quand même presque logique et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre, genre, pourquoi aller, s'embêter parfois à aller chercher d'autres stratégies? Alors certes, parfois tu peux tomber sur un coup énorme où tu vas faire potentiellement, plus de plus-value, plus de performance et cetera. Mais, si tu prends le risque par rapport au rendement que tu peux obtenir, je comprends pas pourquoi la stratégie de qualité, tu vois, celle que tu fais avec la méthode Trident et celle que j'applique également, n'est pas un peu le gold standard. Parce Bah, il y a que des gens. niveau Ouais, risque-rendement, au final, ouais, c'est là ouais. où tu vas avoir le meilleur, je Mais tu pense. sais, il y a des gens, je pense que, dans les low quality, il y a toujours des gens qui tentent, tu vois, qui vont se dire: «Ah mais là, la boîte, tu vois, les cycliques,
elle fait des voitures, mais là, elle a sorti un nouveau modèle qui a cartonné. Donc, tu as plein de gens qui spéculent aussi, qui se disent: «Ah bah tiens, là maintenant c'est le moment», qui savent pas forcément lire aussi, tu vois? Savoir, se rendre compte, OK, c'est quoi ses retours sur capitaux? C'est quoi ses marges? C'est quoi la croissance de ses ventes? Tu vois? Il y a pas forcément une représentation graphique. Donc des fois, c'est basé un peu sur un, tu vois, excité par le moment en disant: «Ouais, il y a une opportunité de machin m'a dit» et cetera, tu vois? Et tu as aussi plein de boîtes qui sont un peu, là, je considérais, c'est plus les actions bleues. Donc les actions rouges, j'en ai fait 5 de performance sur les 10 dernières années. Les actions bleues, 11 et les actions vertes, 17 par an sur les 10 dernières années. Donc les bleus, c'est un peu les actions bon père de famille, tu vois. Ça va être Coca. Je connais beaucoup plus le marché américain, donc désolé, je vais pas forcément citer beaucoup le marché français. C'est aussi, je me concentre sur le marché américain parce que forcément, c'est un marché qui a mieux performé. Et puis moi, ça me permet justement d'avoir des meilleurs résultats en me concentrant justement sur les entreprises que je connais bien. Mais en effet, dans les actions bleues, tu vas avoir un peu, tu vois, Coca, McDo, etc. C'est des boîtes qui existent depuis très longtemps, qui ont des marques fortes, mais qui sont sur des croissances un peu plus lentes. Parce que voilà, et il y a des gens qui adorent ça, tu vois, qui préfèrent acheter en effet un Coca en se disant voilà, ça fait 50 ans que ça existe, ça devrait encore exister pendant 50 ans, Mais quitte à gagner moins ou à peu près avoir la même performance que le marché, plutôt que d'aller chercher une boîte en fait qui est en croissance. On sait tous que voilà, la croissance potentiellement, il peut y avoir un peu plus de risques, il faut un peu plus surveiller la thèse, on va dire, quand tu achètes des boîtes comme ça. tu sais que j'ai reçu un message sur Instagram, je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé, mais c'était quelque chose j'ai fait: «Mais je ne comprenais pas le raisonnement». C'était quelqu'un qui me disait: «Moi, je veux des actions avec un dividende correct ou un fort dividende qui va se maintenir dans le temps pour avoir du coup un revenu passif et je m'en fous de la performance». J'étais là: «Mais non, là tu te trompes Bah, vraiment, genre après, il faut respecter. Il y a des n'est gens, pas tu vois, corrélé». il faut respecter. Je pense que tu as des gens qui, en effet, qui sont vraiment dans une approche. Tu vois, si moi j'étais dans une approche, je sais pas, je suis proche de la retraite, il faut toujours imaginer aussi que ça dépend vachement de tes caractéristiques, de tes envies, et cetera, de tes croyances aussi. Tu vois, en fonction, je sais pas si tu peux investir plus dans l'ESG. Mais imaginons, moi je suis à la retraite, j'ai pas envie d'investir dans des obligations parce que je sais qu'elles vont pas pouvoir augmenter mon coupon et j'ai besoin absolument de toucher 5 sinon je peux pas être à la retraite, tu vois, par exemple, en dividende. Ouais, Dans ce cas-là, tu pourrais dire, bah oui, ça fait sens. Dans ce cas-là, peut-être d'acheter ces boîtes un peu plus, voilà, voilà, un dividende sécurisé à 4-5 même si je sais qu'il y aura sûrement beaucoup plus de coupures et que le dividende, il va pas beaucoup augmenter. Au moins, j'ai un peu d'appréciation d'action. J'en ai plus que si j'achetais juste des obligations, tu vois. Donc, en effet, dans cet aspect-là, pourquoi pas. Après, ça voudrait quand même moi dire tu que vois, pendant par 50 exemple, ans, je vais faire enfin, à nouveau, quand tu achètes des actions, si tu as un horizon de 10 ans, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats. Et même les actions à dividendes, même si tu as ce retour de 4-5 par an, je ne sais pas si c'est très sain de les acheter en se disant sur un horizon court terme, quoi, de se dire tant pis pour la ouais, tant pis performance. pour la Moi, en fait, performance. c'est ça qui me gêne, tant pis pour la performance. Moi, si je veux, 4-5 de rendement, je vais sur des SCPI, je paye mes frais et les SCPI, c'est quand même, assez résilient, même quand il y a eu, la crise des subprimes, ça s'est pas trop cassé la gueule et en France, du coup, tu peux investir là-dessus et tu as un rendement, du coup, des loyers qui tombent de 4-5 quasiment. Tu vois, autant aller là-dessus. Je comprends pas pourquoi tu vas aller t'embêter à aller analyser des actions, acheter des actions pour leurs dividendes et en plus, ne pas faire attention à la performance, donc acheter des Ah, entreprises puis si tu potentiellement gagnes de cinq mauvaise pour cent en qualité, dividende, mais que tu as perdu 5 en plus-value, est-ce que tu as vraiment gagné 5 tu rien gagné. C'est le c'est Après ça dépend pour moi, c'est aussi une question, presque «d'égoïsme» entre guillemets. Ça dépend, tu vois, si tu as des enfants, si tu as envie de faire de la transmission et cetera, mais je vois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi aller sur des actions comme ça, c'est une décision logique. Parce que même le jour où tu vas, décéder, forcément, si tu as des enfants ou ce genre de choses, n'importe quoi, comment je parle? Si tu as des enfants, du coup, que tu as envie de leur transmettre du patrimoine, bah, il faut aussi voir le long terme, tu vois? Même quand tu ouais. as 60-70 ans, tu te Bah, dis, bah, peut-être que ouais, dans c'est des choix, c'est des stratégies. Moi, ce que je dis souvent, c'est que même quelqu'un qui a en effet 50-60 ans, je pense qu'il prévoit quand même, tu prévois toujours de vivre 10 ans de plus, tu vois? Généralement quand tu investis. Donc te dire: «OK, allez, je mets un peu de» ça et on n'est pas en train de dire, enfin souvent les gens quand on parle d'action de croissance, moi je pense que j'ai trouvé le sweet spot entre l'action qui a du potentiel de croissance et en même temps qui est suffisamment établie pour te rassurer, tu vois? Parce qu'en effet, action de croissance, il y a des mecs qui se disent: «Ouais, j'investis dans des startups, je vais tout perdre». Non, non, tu vois? Tu as un vrai bon équilibre à trouver et vu que tu as 10 ans devant toi, bah, ça vaut le coup de mettre dans des boîtes, en effet, qui vont être capables, certes, qui vont te verser un plus petit dividende, mais qui vont être capables de délivrer aussi beaucoup plus de croissance. Et dans 10 ans, tu seras hyper content des plus-values que tu auras fait. Ça te fera aussi plus d'argent potentiellement à donner à tes enfants. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. mais il y a quand même des boîtes aujourd'hui, tu vois? Par exemple, nous, avec la méthode Trident, on se concentre, comme tu l'as dit, sur des boîtes qui font, qui ont un bel avenir, qui ont une belle croissance et qui ont un dividende qui est pas forcément très élevé, mais qui a une bonne croissance en tout cas d'année en année.
Donc sur un horizon de 10-15 ans, bah, c'est très bon pour nous. Mais il y a quand même des boîtes aujourd'hui qui vont avoir quand même une performance correcte dans les prochaines années, qui ont un dividende peut-être plus élevé, 2-3 avec une croissance moins importante. Mais c'est pas pour autant que c'est des boîtes, mauvaises. Tu vois, tu prends, par exemple, l'exemple de Coca. Certes, c'est pas une action extraordinaire, mais si tu as envie d'avoir un rendement sécurisé qui tient dans le temps et une action qui, bah, performe à peut-être, un peu moins que d'autres actions de très bonne qualité comme, ce qu'on peut avoir dans la méthode Trident, mais Beh, c'est en mais fait, elle va moi, performer tu vois, quand le même. problème que je vais avoir avec ça, c'est de se dire: «Pourquoi tu achètes pas plutôt un ETF si c'est pour acheter des actions qui sont pas supérieures à la qualité de l'ETF?» Tu vois? Parce qu'en fait, en achetant l'ETF, alors peut-être que ton ETF aurait pas assez de dividendes. C'est pour ça que je voudrais faire une vidéo un peu, creuser un peu sur les ETF, un peu plus spécialisés dividendes, tu vois? Pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Je Mmh. pense je sais qu'aux États-Unis, il y a des très bons ETF à, tu vois, plutôt haut rendement, plutôt des ETF à petit rendement, dividendes avec beaucoup de croissance. Donc, je pense que tu peux trouver un ETF qui correspond plus à ça, parce qu'en effet, le souci avec le S&P 500, c'est que tu as un dividende qui est plutôt à, je sais pas, qui doit être à 1,5%, et la croissance n'est pas forcément stable, parce qu'en fait, dans l'ETF, tu as plein d'actions. Bon, tu as quand même 80%, je pense, des actions qui versent des dividendes, mais tu as quand même 20% qui ne versent pas, et c'est souvent des grosses caps. Tu as qui coupent. Et tu vas avoir un peu plus de coupures. Donc, en effet, c'est pas forcément la stratégie parfaite, mais il faut vraiment se poser la question. Et c'est pour ça que moi, je fais tout ce travail. Et c'est aussi, ça va être le travail avec l'app Trident. C'est vraiment de se dire, fondamentalement, ces boîtes sont vraiment supérieures à l'indice. Donc, j'en ai plus pour mon argent. J'achète une boîte qui a 2 fois les marges de la moyenne du S&P 500, qui a 2 fois plus de croissance, qui fait 2 fois plus de bénéfices, qui augmente son dividende 2 fois plus vite. Et c'est parce que j'achète ces actions-là que ma performance, du coup, elle est 2 fois meilleure, ou du moins 2-3% de plus que le S&P 500. Et on sait que sur le long terme, ça finit vite par faire 2 fois mieux. Voilà, c'est là où je trouve qu'il y a de l'intérêt à aller comprendre justement et à aller sélectionner ses propres actions. Si c'est sélectionner ses propres actions pour acheter finalement des actions qui ont les mêmes fondamentaux que le S&P 500, c'est vrai que je vois un peu moins le concept. Tu vois. Mais au final, c'est aussi se donner, c'est un concept de Benjamin Graham au niveau de la marge de sécurité et lui, il parlait de ça au niveau de la valorisation des actions. Mais au final, c'est un peu le même principe avec la qualité des actions, tu vois? Quand tu vas chercher des actions extraordinaires avec des fondamentaux de ouf, bah, tu te donnes une marge de sécurité aussi par rapport à la moyenne du marché. Donc, l'entreprise, d'après, l'analyse, que tu en fais et la qualité qu'elle a, bah, elle a de très belles perspectives de croissance et même si elle fait un peu moins bien qu'attendu, bah, avec la marge de sécurité que tu as Ouais. pris au niveau des qualités, de la qualité de l'action, beh, elle aura quand même fait Ah, une bonne puis, performance, tu vois? on dit souvent, tu sais, en bourse, on dit souvent, c'est quoi le disclaimer qu'ils disent tout le temps là? C'est, «Attention, les performances passées ne prédisent pas les performances futures». Mais en fait, c'est Ouais, faux. Les performances passées, souvent, prédisent les performances futures. Si tu as un pote à toi, qui est toujours sympa, il y a de fortes chances, ça fait 10 ans qu'il est super sympa envers toi, il y a de fortes chances que pendant les 10 prochaines années, il soit super sympa. Si tu as un pote, ça fait 10 ans que c'est un pur connard, il y a de fortes chances que ça soit toujours un pur connard, tu vois? Donc je dis pas, mais parier sur des boîtes qui ont déjà réussi, et c'est pour ça que moi je cherche pas des boîtes, tu vois, qui vont réussir dans le futur. Je dis pas cette boîte, en fait, tu vas voir, elle va développer un nouveau produit, ça va tout changer. Non, je te dis, regarde, il y a cette boîte, ça fait 10 ans qu'elle détruit tout, elle est hyper bien positionnée. Je vois pas comment les concurrents pourraient percer sa douve, parce qu'elle est, voilà, elle est imbattable. Investis dedans et rendez-vous dans 10 ans, et le succès laisse des traces. Et si ça fait 10-20 ans qu'elle réussit, il y a de fortes chances que sur les 10 prochaines années, elle réussisse aussi. Donc, il peut toujours, on va toujours me citer, oui, mais regarde Kodak, oui, mais regarde. Donc, évidemment, il y a toujours des exemples, et c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller la thèse de l'entreprise. Et moi, ce que j'aimerais faire avec l'app Trident, tu vois, mais et je pense que c'est le gros défaut de tous les logiciels de suivi, les applications, ou même juste quand tu vas sur ton courtier, qu'est-ce que tu vois? euh, P&L daily, quoi. C'est-à-dire, est-ce que l'action elle a monté, est-ce qu'elle a baissé aujourd'hui, tout ça. Et en fait, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que c'est une bonne action, les gens ils vont te dire la bonne action c'est Nvidia, c'est celle qui a pris 40% cette année, tu vois. Qu'est-ce que c'est une mauvaise action? C'est celle qui a perdu 40% cette année, tu vois. Donc, on est trop concentré sur le prix, alors que ce qui drive finalement le prix sur le long terme, c'est les fondamentaux. Et j'aimerais vraiment qu'en fait, quand tu ouvres l'app Trident, tu puisses voir les fondamentaux de tes boîtes, te dire, OK, certes, j'ai perdu 10% sur cette action, mais elle a augmenté ses profits de 15%, tu vois, cette année. Donc, pourquoi les gens vendent? C'est débile. Moi, je vais renforcer, tu vois. Et par contre, si ouais. l'action baisse de 15% et tu regardes, et en effet, ses marges ont baissé de 15%, ses ventes ont baissé de 15%, tu vois, vraiment fondamentalement, il y a un souci. Là, tu te poses des questions, et peut-être à ce moment-là, tu vends cette action pour en racheter une qui a un meilleur avenir, quoi. Donc, je dirais deux choses. Bah, en vrai, ça serait ça tue, hein. C'est deux choses importantes à garder à l'esprit. C'est un, le succès laisse des traces, et souvent, une boîte qui a déjà très très bien réussi va continuer de bien réussir. Donc, il faut juste l'acheter à un prix qui ne soit pas délirant, et normalement, vous aurez de très bons résultats. Et deux, généralement, la dégradation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas genre
pouf, tout d'un coup, voilà, Kodak, il s'est passé de nombreuses Oui, tu le années vois où on a venir. vu qu'il y avait des concurrents qui arrivaient, qui se renouvelaient pas, qui prenaient des mauvaises décisions d'investissement, et cetera. Donc, en ayant un suivi, alors moi, c'est ce que je propose avec la méthode Trident, mais c'est aussi possible de le faire personnellement, en ayant un suivi comme ça, de régulièrement de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème? Est-ce qu'il y a des concurrents, et cetera. Il est possible de se dire, OK, bon, bah, cette boîte, elle est en train de perdre ses avantages compétitifs et du coup, de la vendre avec une perte qui est réduite. Voilà, c'est pas 100 ou 0, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des actions, je pense, qui vont faire des résultats un peu moins bons et tu te dis, OK, bah, c'est sûrement que je vais vérifier, OK, le secteur est pas top, je vends. Mais c'est vrai que ouais, parce qu'au final, là, on fait des enfin, du coup, tu fais des analyses, d'achat, donc du coup, pour essayer d'aller, construire un portefeuille. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final, il faut faire ces mêmes analyses pour la vente et là, du coup, on n'y est pas encore. Peut-être qu'on y sera dans quelques années, mais prendre la décision de vendre, ça doit être hyper compliqué aussi, je pense. En tout cas, sur les fondamentaux parce que, Je pense que vu que tu le c'est vois pas pas, en si fait, compliqué. ça se dégrade. Ouais, je sais pas, je pense que Si, si quand alors, même. c'est Parce que vu que tu as les si, fondamentaux qui se ouais, dégradent petit à petit, à quel ouais. moment tu te dis à quel moment tu as passé le point, tu Bah, vois? en fait, Où tu te dis: «Bah, elle peut plus redresser ouais, la en fait, barre» je pense qu'il et faut c'est dur. alors, ouais, en fait, c'est toujours la question quand tu vois une dégradation, il s'est passé un truc, il faut vraiment te dire: «Est-ce que c'est une dégradation fondamentale?» genre, c'est un truc, l'entreprise, elle va avoir énormément de mal à s'en remettre, voilà. Ou est-ce que c'est, un petit inconvénient? Parce que le problème, c'est que si tu vends, tu vois, il y a toujours eu des trucs, je sais plus, tiens, Amazon fait ça, ah bah, tu vois, l'action s'écroule, l'action du concurrent s'écroule parce qu'Amazon a décidé de rentrer dans le secteur. En fait, si ça se trouve, pas du tout, tu vois. Donc, il faut bien analyser chaque décision et c'est pas noir ou blanc. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire et ce que j'ai remarqué dans mes propres investissements et dans beaucoup d'erreurs que font des investisseurs, c'est en effet de ne pas chercher des excuses à son action parce que souvent, c'est ton action, donc tu as envie de la défendre et tu dis, ouais, mais regarde, elle a fait ça, elle a fait ça. Si tu vois que les fondamentaux continuent de se dégrader et que chaque jour tu dis putain, il y a ça encore, putain, il y a, ok, les marges ont encore baissé, encore les résultats, le management annonce encore des trucs qu'ils n'ont pas mis en place. Au bout d'un moment, faut couper quoi. C'est un peu, et à nouveau, Ouais, si on reprend l'analogie avec un ami, c'est un peu un ami qui te mettrait des faux plans. Tu vois, tu acceptes un faux plan. Tu vois, une fois, tu dis bon, bah peut-être qu'il n'était pas de bonne humeur, etc. Deuxième faux plan, tu fais putain, merde. Troisième faux plan, et au bout d'un moment, en fait, tu as ta conclusion, tu vois, et tu dis ok, tu y vas je plus. vais, je vais pas chercher, tu vois, à justifier, à rester dans cette action qui est pas bonne. Là, ok, je vends. Donc, je pense il faut rarement vendre parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une dégradation des fondamentaux. Et d'ailleurs, on parlait avec des membres de la formation. Il y a des gens qui m'ont posé des questions parce que là, on a des actions qui ont pris 40 ou 50% depuis le début de l'année. Moi, j'aime pas vendre pour des raisons de valorisation parce que je trouve que la valorisation finit toujours par se récupérer au bout d'un moment sur le long terme. Par contre, j'aime pas vendre pour des raisons de valorisation, c'est-à-dire ah, l'action est montée trop haut. Par contre, pour des raisons fondamentales, je suis prêt à vendre si vraiment je me dis ok, ma thèse qui était cette action va conserver sa douve, elle est en train de perdre sa douve, c'est plus le cas. Ok, là je suis prêt à vendre. Mais il m'en faut pas mal, tu Mais vois, surtout que pour quand même vendre. ouais, surtout que même les actions ont bien performé depuis le début de l'année, mais c'est toujours pareil. Quel est ton horizon d'investissement, tu vois? Est-ce que tu ça sert à quoi de couper aujourd'hui si les fondamentaux sont bons et si, il y a des perspectives de croissance pour l'entreprise, elle risque de s'apprécier encore plus dans le passé. Donc même si aujourd'hui elle est à 40, qu'elle redescend à 20, mais que dans 10 ans elle est à plus de Ouais. 100, En fait, moi, bah, je tu as trouve bien que fait de la tu te garder, tu simplifies vois? vachement la vie en te disant: «OK, j'ai acheté cette action avec l'objectif de faire 10 par an. Elle m'a déjà rapporté 40, donc certes, j'ai un peu d'avance par rapport à l'objectif, mais tout ce qui compte, c'est que sur 10 ans, elle me rapporte 10. Parce qu'après, sinon, tu rentres dans ce truc en disant: «Ah, je vais vendre, mais ça se trouve, tu vas louper de l'upside». Et souvent, tu vas dire: «Ouais, mais regarde, le PER, il est de 40 en ce moment, c'est n'importe quoi». Sauf que si ça se trouve, elle va te surprendre. Je pense toujours à Google qui a fait un plus 80 sur son bénéfice, tu sais, pendant le Covid. Donc en fait, le PER était de 40 et puis tout à coup, il est divisé par 2 parce que l'action, elle a doublé son. Tout à coup, c'est plus qu'un PER de 20 parce qu'elle a Ouais. doublé ses bénéfices. Donc je pense aussi que c'est difficile des fois de. On prend beaucoup de marge de sécurité, mais les actions exceptionnelles, elles peuvent te surprendre aussi à la hausse. Et tu peux, notamment, plus le temps passe, plus tu peux te dire: ah, en fait, c'était une erreur de la vendre à ce moment-là. Et moi, ce qui me rassure beaucoup dans ces actions, justement, je lis un bouquin là-dessus, c'est sur le marché indien, mais c'est très intéressant. Il parle justement des compounders et il explique qu'en fait, euh, si tu prends sur un horizon, donc tu fais ton achat entre 2000 et 2010 et tu regardes le résultat en 2020, bah, il disait en fait, peu importe à quel moment tu achètes en 2000, c'est-à-dire même si tu achètes le point le plus haut au début de l'année ou le point le plus bas, en fait, tu n'as quasiment aucune différence de performance. Parce que c'est des actions qui Ouais, c'est s'apprécient, comme quand qui, tu dis, par exemple, qui doublent chaque année, tu ouais, vois. comme si tu fais du DCA, toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres, sur le long terme, ça change quasiment C'est rien. ça. Et Il y a des donc études je qui ont pense été qu'il faites faut juste là-dessus, faire attention et c'est ce que j'essaie quand même de faire dans la méthode Trident, se dire: «Ah attends, là on est quand même dans une période d'euphorie générale, les prix sont un peu élevés, je vais calmer un peu les achats», surtout si c'est une position dans laquelle tu es déjà positionné. Mais je pense que vraiment la valorisation, on en parle beaucoup trop et je pense que quand tu es sur des actions qui sont incroyables, c'est pas le plus important. En fait, il faut juste s'assurer de ne pas payer un prix qui soit délirant
Et tant que la qualité est bien présente, c'est-à-dire que l'entreprise, voilà, à nouveau, elle a des douves, elle a des capacités de réinvestissement et elle va pouvoir justement générer cette croissance. euh, Tu vois, pour moi, c'est pas le plus important. Mais à nouveau, ça, c'est mon avis. Et tu as des gens qui te diront le contraire, qui sont très concentrés sur choper des actions pas chères, attendre qu'elles soient renotées, remieux notées sur le marché, et puis ensuite se barrer dès que le PER dépasse les 15, quoi. Peut-être plus chronophage et encore plus demandeur, je pense, de faire cette stratégie value parce que vu que tu as une rotation plus importante au niveau du portefeuille, c'est encore plus actif. Parce qu'au final, j'ai l'impression quand même que la stratégie qualité, c'est une stratégie mi-passive, mi-active, tu vois. Genre, tu as vraiment l'ETF passif, 100% passif, les traders très actifs ou les mecs qui font beaucoup de rotation au niveau du portefeuille sur du moyen terme ou ce genre de choses. Et au milieu, tu as cette stratégie Ah bah, nous, on qualité n'est pas où momentum. tu travailles très, Ouais, très tu travailles bien. en Ouais, voilà, amont. En tu fait, le travailles très, travail, très il est en bien une amont. Ouais. fois, c'est ça. Et une fois que tu as pris ta décision, bah, let's go, tu vois, tu laisses. Et c'est le plus dur. Et, C'est le heu, plus et dur c'est pour aussi ça que c'est pour très beaucoup intéressant. d'investisseurs, c'est de se dire j'ai fait mon travail, l'action, elle est bien, et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Et tu as Mais tu envie sais de que j'ai faire des envie de faire trucs, une tu vois. vidéo là-dessus. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus parce que au final, je me dis, heu, on a déjà discuté, je crois, mais j'aimerais trouver ou je vais chercher des études, je sais pas si ça existe, mais sur les investisseurs ETF. Et en fait, je me dis, les ETF, c'est quand même assez récent, tu vois? Genre, l'investissement dans les ETF, généralisé pour monsieur tout le monde, c'est arrivé quoi? Peut-être en 2010? Ça existait déjà En avant, vrai, mais il c'est y a John peut-être Bogle qui a inventé ça, je pense, dans les années ouais, mais il y a 80-90. très Mais en effet, avant qu'il y ait une pour les adoption massive particuliers? par les particuliers, je pense qu'en effet, ça a vraiment commencé après la crise de 2008. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et qui dit que, ces gens-là, en tout cas tous les gens qui ont investi, tiennent vraiment 30 ans leur investissement passif sans rien faire, tu vois? Moi, je me dis en fait, je me demande s'il y a des gens assez disciplinés pour tenir cette Ouais, stratégie, ouais. tu vois? Être vraiment ne rien faire. C'est trop C'est peut-être dur. une force justement d'avoir derrière un fondamental à regarder, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très motivant, parce que quand justement tu vois ton S&P 500, ton ETF qui baisse de 40, à nouveau, tu ne sais pas si cette baisse est justifiée ou pas, et du coup, tu peux te dire: «Bah, il faut vendre parce que justement, tu vois, c'est la voilà». Et je pense que tu as Ouais. besoin de regarder des fondamentaux, de te dire: «Ah ouais, alors attends, voilà les profits, voilà ce qui drive les actions sur le long terme, donc là je suis en dessous, donc ça va remonter», tu vois? Et contrairement, des fois aux courbes que tu peux voir sur certaines cryptos qui sont un peu, tu vois, le Bitcoin, en fait, les courbes qui te tracent, c'est des moving average, tu vois, là, tu es sur des vrais fondamentaux, tu es sur vraiment, et je sais que ça existe, notamment sur Fastgraph, je sais qu'ils ont un S&P 500, donc même sur les ETF, ça serait possible d'avoir cette analyse fondamentale, et je pense que c'est hyper important de l'avoir, parce que sinon, tu sais pas ce que tu achètes, et si tu achètes sans voir, en fait, la valeur qui est générée derrière, et je pense que tu as moins ça peut-être avec les actions individuelles, parce que quand tu achètes une action individuelle, tu le vois tous les jours. Tu vois, tu as acheté Apple, tu fais putain, ouais, les Mac, ils en vendent à fond, Yes, tu vois, je vois les profits qui montent. Donc tu dis, ok, tu te sens plus mais serein même tu peut-être. connais Ouais, l'entreprise, tu vois? Moi, je me dis au final, beaucoup de monde parle des ETF sur le fait que c'est très passif et que ça limite énormément les biais cognitifs. Mais je me dis au final, est-ce que ne pas tu vois, pour moi, les biais cognitifs, tu arrives à les limiter grâce aux connaissances que tu as acquises. Donc, est-ce qu'au final, je sais pas, tu vois? Moi, je me dis aujourd'hui, quelqu'un qui investit sur les ETF et qui a, on va dire, 20 de mes connaissances, le jour où ça va se crasher, est-ce que ce mec-là, il va tenir, tu vois? Parce que moi, je sais par contre que mes actions que j'ai sélectionnées, que j'ai analysées, que je connais par cœur et que je sais que malgré ce qui se passe dans le contexte, bah, ça va bien se passer dans le futur, ouais. Mais c'est pour ça, je serai et tu peut-être sais, plus à même de c'est pour ça que tenir. je passe autant de temps, tu vois, sur mes analyses. C'est un peu dur pour moi parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde, même dans les membres Trident. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder 20 minutes de vidéos d'analyse, mais je OK. conseille vraiment les gens de le regarder, sauf toi. Je sais que tu es un grand fan. Non, tu n'es pas le seul, évidemment, heureusement. Non, Mais non, mais la il force, faut, en c'est fait, hyper c'est qu'une fois important. que tu as vu, cette vidéo-là et que tu as compris, en fait, tous les ressorts du business, et tu comprends comment ça fonctionne, tu sais, tu es vachement plus rassuré. Tu dis: «Ah ouais, OK, ah, va falloir y aller pour, tu vois, pour venir, disrupter ce business-là, quoi». Et je pense que ça peut vraiment t'aider à, en effet, à vraiment avoir cette vision long terme et à garder la boîte. Et je pense que c'est ce qui se passe quand, je sais pas, tu chopes des actions de ton entreprise. Vu que tu es familier avec la boîte, tu as envie de la garder parce que tu sais qu'elle est bien, et cetera, tu vois? Donc dès que tu es un peu plus familier et que tu comprends ce que fait le business, généralement, c'est bon signe parce que ça va te rassurer. Si tu es toi-même client aussi des produits, tu te dis, voilà, moi je sais qu'aujourd'hui je pourrais pas me passer d'Apple, donc tant que moi je peux pas me passer d'Apple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas non plus s'en passer, et ça va plutôt bien rouler. Et derrière, je peux regarder aussi les fondamentaux pour me rassurer. Je pense, pour quand même répondre à ta question, je pense que de manière générale, les gens qui achètent des ETF sont quand même moins YOLO, tu vois. Donc je pense qu'en effet, si Oui, tu prends oui. la moyenne des investisseurs qui achètent des ETF et la moyenne des investisseurs qui achètent des actions, les ETF vont surperformer, tout simplement parce que la majorité des gens qui achètent un ETF, ils ont un peu plus réfléchi en se disant, je vais quand même, tu vois, c'est un peu plus ennuyant,
je vais prendre un panier d'actions, je vais être un peu plus sécurisé. Alors qu'on sait très bien que dans les sélections d'actions, il y a plein de gens qui font aucun travail de recherche et qui Mais YOLO sur une action complètement pourrie, un penny stock ou un truc, tu vois. Donc, grave, mais c'est là où je trouve qu'il y a une limite aussi, tu vois? C'est que enfin, au final, sur tous les investisseurs ETF qui font, du coup, cette stratégie très ennuyante, il y en a une partie de ces investisseurs qui va tenir cette stratégie et qui va le tenir sur le très long terme. Mais je suis persuadé que l'autre partie des investisseurs, au bout d'un moment, ils pètent un plomb et ils vont péter un cap sur du trading, sur du crypto, sur des choses au final qui vont les stimuler. Parce que c'est aussi pour ça qu'on investit, tu vois? Certes, enfin, moi, j'investis pour faire grandir mon patrimoine financier et prendre les meilleures décisions d'investissement possibles, mais ça me stimule intellectuellement et j'aime ça, tu vois? c'est Et en fait, quand tu pas ça, je me dis au bout d'un moment, ouais. peut-être que tu vas faire ce que tu ne voulais pas Ouais, faire à la bah, base. peut-être alors Et c'est ça que soit avoir un il y a petit aucun moyen de le prouver, mais 10%, bah, soit avoir un petit 10% pour s'amuser et justement répondre à ce besoin, tu vois? Peut-être un peu plus de alors il y en a certains qui vont dire gambling, tu vois? Mais nous, c'est pas forcément un besoin de gambling. J'ai pas l'impression on a envie de parier ou de tu vois? Au contraire. Et d'ailleurs, la stratégie qu'on adopte, elle est assez passive aussi, tu vois? Mais, heu, on prend du plaisir à la recherche, à comprendre et cetera, à s'intéresser à ça. Et je pense qu'il y a des gens qui prennent pas du tout de plaisir. Donc en effet, là-dessus, l'ETF correspond complètement à ces gens-là. Et au contraire, les gens qui mmh, sont plus actifs, peut-être ça va être plus simple pour eux d'avoir des actions individuelles parce que justement, ils vont avoir l'impression d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe. Et c'est pareil en immobilier. Tu vois, en immobilier, tu es serein de ton investissement tout simplement parce que tu sais ce que ça vaut. Tu vois, tu as vu les murs, tu as potentiellement vécu dedans, tu sais, tu connais un peu le quartier et tout. Voilà. Et ben, c'est pareil avec une entreprise. Je pense que quand tu connais un peu le quartier de l'entreprise, tu vois ce qui s'y passe et tu vois le développement qu'il y a, tu es vachement plus serein pour la garder sur le long terme. grave, vachement d'accord. Est-ce qu'on conclut cet Et épisode sur ça, mon Clem? bah, chaud. En vrai, on aura plein de sujets à aborder la semaine prochaine, donc on peut conclure là-dessus. C'était un bel épisode de 1h15 quand même, j'avais pas Ouais, vu, mais ouais. ça passe Franchement, vite. franchement, ça passe vite et c'est toujours un grand plaisir, et donc on espère qu'1 heure et quart, ça aura pas été trop long pour vous. On espère qu'on aura parlé un peu, on est parti, bah, à chaque fois on se dit: «Vas-y, on va parler de bourse» et finalement on parle un peu d'autre chose. On a quand même, pas mal parlé à la fin, Bon, on a fait bien 40 minutes, un ouais, petit je peu sur les pense. stratégies. 35-40 minutes. Heu, je pense qu'il c'est important de souligner qu'on n'est pas anti-ETF ou quoi que ce soit parce que forcément tu défends toujours un peu ta paroisse. Non, du tout. Je pense juste que, Moi, j'ai les 2, hein. ouais, en plus toi tu as les 2 et du coup moi je sais que je suis que action individuelle, mais c'est aussi parce que c'est mon métier et c'est mon choix. Je pense que ce qu'on défend un peu, le discours, c'est de dire attention de pas dire, voilà, tous les gens qui sélectionnent des actions, c'est des débiles, parce que les marchés sont efficients ou quoi que ce soit. Attention, on pourra en discuter d'ailleurs si on invite, peut-être un Mmh. Mathieu Louvet ou vraiment quelqu'un pro ETF qui est persuadé que, c'est impossible de battre le marché. Bon, on pourra en discuter, on pourra comparer les portefeuilles, voir les différentes performances, mais je pense que c'est pas le cas et que vraiment chacun doit, voilà, c'est ce qu'on disait, trouver, sa stratégie qui lui correspond bien. Chaussure à son Et pied. au début, tu explores et puis petit à petit, tu te dis, «OK, en fait, c'est ça qui me correspond bien». Est-ce que tu as besoin de revenus C'est d'ailleurs pour passifs? ça Est-ce que tu que veux y passer du temps? Est-ce que tu veux complètement, pas du tout t'en occuper? Ouais, C'est d'ailleurs pour ça que tu vois que la formation que moi j'ai fait, le starter pack là, j'ai pris un peu, ce recul-là en essayant d'expliquer un petit peu la globalité, de l'investissement en bourse long terme pour, faire comprendre aux gens, tous les principes et les laisser faire leur choix, tu vois? Parce qu'en fait, il y a pas de vraie ou de bonne stratégie. Peut-être que pour une personne, 50 ETF, 50 actions, ça va très bien lui convenir, tu vois? Peut-être qu'une personne 100 actions comme toi, ça va très bien lui convenir. Peut-être que, enfin, une personne avec 80 ETF et 20 de trading, ça va très bien lui convenir. Et le fait de faire ces 20 de trading va lui permettre de garder ces 80 ETF qui, eux, vont performer. Et même s'il se chie sur le trading, le fait de faire ça ouais, va l'empêcher de faire d'autres boulettes, ouais, par ouais. exemple, tu vois? En fait, c'est ça que je trouve hyper important, c'est que c'est hyper singulier. L'investissement, c'est unique et je pense qu'il faut arriver et du coup, avoir les co c'est une des premières phrases que tu as dit dans la méthode Trident, je crois, au début, c'est que tu voulais nous apprendre à pêcher et c'est exactement, ce que j'essaie de faire avec les membres de ma formation, c'est que je vais essayer de leur apprendre ce que je sais pour qu'ils puissent l'appliquer eux-mêmes, tu vois? Et je trouve ça hyper important et c'était une très belle phrase que tu avais dit au début de la formation Trident quand je l'ai suivie et je trouve ça hyper important, tu C'est vois? compliqué parce que tout le monde n'a pas envie d'apprendre à pêcher son poisson, tu vois? Il y a des gens, ils ont envie, d'avoir juste le poisson, quoi. Donc c'est Oui, un peu, mais les gens qui veulent le poisson, ils vont à la banque et ils investissent, ouais, ouais. avec banquier la Tu plupart du as temps, hein. C'est pas besoin des gens qui sont ici. besoin en effet, je pense, d'avoir un minimum de contrôle, même si tu délègues une partie, tu vois? Ça serait intéressant d'inviter, Axel, qu'on connaît tous les 2, qui suit aussi, Trident et qui le suit de manière beaucoup plus, lointaine que toi, qui est moins, Mmh dedans. mh. Et lui, en effet, il a une stratégie un peu plus, sûrement un peu plus diversifiée. Et je pense qu'il teste aussi plusieurs choses pour voir, ce qui va lui correspondre. Mais, je regardais sa vidéo, dernièrement sur le patrimoine et il disait: «Voilà, j'ai acheté de l'or, je trouve que ça sert à rien, je vais arrêter», tu vois?
Et ça, je trouve ça bien aussi d'avoir cette démarche de dire: «Bah, je l'ai testé, Le recul. je trouve que ça apporte pas vraiment plus, ça me correspond pas tout à fait». Donc c'est compliqué sur l'investissement parce qu'en plus, il faut souvent beaucoup de recul pour voir la performance d'un actif. Mais tu peux quand même sentir un peu si voilà, ça colle un peu à ta personnalité ou pas. Je sais que par exemple, les ETF, souvent les gens sont un peu plus macro, tu vois, les gens qui investissent dans les ETF parce que ils aiment bien la Mmh. macroéconomie, tout ça. Moi, j'avoue que j'aime bien ce concept de comprendre vraiment une boîte spécifique. Et étant moi-même entrepreneur, ça me parle beaucoup plus de m'intéresser et je trouve ça beaucoup plus simple de comprendre, de te dire, OK, je pense que cette boîte-là, elle devrait continuer de bien fonctionner par rapport à ce que je sais sur elle, que de dire, est-ce que macroéconomiquement, la Chine va rentrer en guerre avec Taïwan, tu vois, ou des trucs un peu plus. Je trouve que la macro, c'est très compliqué parce que c'est toujours intéressant, mais derrière, les conclusions que Mais tu en tu tires en termes d'investissement, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit dans une de mes dernières vidéos là où je faisais des petites analyses macro pour, parler d'inflation, des taux d'intérêt. Mais c'est vrai qu'au final, tu analyses ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi dans tes investissements? Au final, si tu fais du DCA à très long terme, c'est au contraire, tu as rien ça à risque de faire. te faire flipper sur un truc, tu risques de dire: «Ah ouais, non, en Ouais, fait, j'aurais grave. pas dû faire ça, ah merde, il y a peut-être les taux d'intérêt, la Chi les États-Unis vont remonter Bah, les». tu vois, ça peut être intéressant pour des gens qui font du court terme, par Bien sûr. exemple. Ah Tu mais vois? beh, eux, c'est leur, Pour c'est eux, c'est hyper hyper important d'avoir les important news et et cetera. Mais c'est la base d'une décision qui devient plus micro ensuite quand ils vont aller sur une boîte en question parce que le contexte macro fait qu'en Chine, il se passe ça et cetera et Mais on cetera. en revient, Pour eux, tu c'est vois, hyper on a fait important. le tour complet et moi, pour moi, on revient au Toujours. premier sujet. Si aussi j'ai choisi cette stratégie, plutôt que du trading, plutôt que justement, j'achète, je revends et cetera, je surveille ce qui se passe et tout, c'est que je cherchais aussi une stratégie pour être tranquille, tu vois? Pour partir en vacances et être Ouais, serein, ouais, tu vois? ouais. Et c'est vrai que cette stratégie d'action de qualité, je pense que vraiment la seule chose que tu as à faire finalement, donc il y a beaucoup de travail, on a dit en amont, mais une fois que tu as fait ce travail en amont, c'est tu achètes ton action, tu la gardes et juste, une fois, tous les trimestres ou alors si tu veux tous les 6 mois, même tous les ans, tu revisites ta thèse avec les derniers résultats de l'entreprise pour voir si tout est bien sur la bonne Mmh direction. mh. Et la majorité, dans 80% des cas, ça sera bon, bah, tout roule, l'entreprise continue de faire les chiffres qu'elle avait prévus, tout se passe bien, j'ai rien à faire et je peux continuer d'investir dedans, quoi. Un bon mot de la fin, je pense que la vraie fin, parce qu'à chaque fois on fait des fins de Les fins fin de fin. et puis des fins de fin de fin et on C'est n'arrête vrai, jamais. c'est vrai. Donc good. Bon, en tout cas, merci de nous écouter sur ce quatrième. Si vous êtes encore là, quatrième podcast, si vous êtes encore là, vous êtes, les vrais. Ouais. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et je sais que aussi sur les plateformes de podcast, mettre une petite note 5 étoiles si vous avez le temps. Ça peut aussi nous aider à référencer le Ouais, truc, donc ça et serait les chouette. commentaires, j'adore vos commentaires sur YouTube. Franchement, vous faites super plaisir. Grave, En fait, trop vous les bien. en plus, il y a des commentaires des fois courts, mais juste d'encouragement qui font super plaisir et il y a aussi des gens qui détaillent vraiment beaucoup de choses parce que c'est vrai que vu qu'on parle pendant 1 heure et demie, je pense que les gens prennent des notes peut-être mentales de différents points et à la fin, ils font un résumé, et du coup, c'est plein de sujets différents, mais je trouve ça super intéressant de rebondir sur, différents sujets et donc merci, continuez comme ça fait trop plaisir et ça nous donne encore plein d'idées pour améliorer ce podcast. Semaine prochaine, je serai en Roumanie, donc j'espère que le décor pourra à peu près aller avec Sven et du coup, normalement, je serai en mode focus Tu taf, donc mettras il y aura. un roumain derrière? Ouais, je suis pas sûr qu'il acceptera de Non, je pense pas non participer. plus. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent français en Roumanie aussi, même en anglais. Je sais pas s'ils sont en. J'y suis jamais allé. J'ai pris ça un peu, tu sais, j'aime bien découvrir des pays européens et j'utilise le site Nomad List là, tu sais, où il y a une espèce de liste des meilleurs pays pour les digital nomades et la Roumanie était bien notée, notamment, c'est même pas la capitale, je vais à la deuxième plus grande ville du pays. Donc franchement, j'adore. J'aime bien aussi découvrir des villes, tu sais, pas sans forcément aller dans la plus grande ville. Tu sais, en intro, tu parlais d'aller dans les grandes villes. Des fois, les grandes villes, c'est les Ouais, plus connues, mais c'est aussi les plus chères et des fois, j'aime bien me dire: «Ah tiens, j'aimerais bien découvrir le Puy-en-Velay», tu vois? Je sais pas, de l'Allemagne, tu vois? Moi, le Puy-en-Velay, c'est là où je viens, c'est bah, magnifique grave. et c'est un peu des bijoux cachés, tu vois? Dans les pays que tu as pas forcément le temps de découvrir et j'ai pas forcément envie de Quand faire le tu vas voir que touriste, les capitales, tu vois pas ouais, trop le tu sais, OK, grave. la tristesse un Bah, du peu, coup, on en parlera là. du touriste, tu sais, asiatique qui fait Paris, Nice, tu vois? Qui Ouais. traverse la France en mode, et on fait tous un peu ça dans un nouveau pays parce qu'on connaît pas, mais c'est vrai que des fois, je pense que ça peut être cool aussi d'explorer, de se laisser un peu plus de temps et d'aller trouver, d'autres choses, quoi. Mais en tout cas, si tu arrives à explorer un petit peu la Roumanie, on pourra en parler, Carrément. Bah, j'ai dans du le boulot, podcast, ce donc sera c'est cool. vrai que on est niveau exploration, je pense que ça va rester plutôt de l'exploration urbaine, mais je te dirai et j'ai pas les plats, donc je vais goûter surtout la nourriture. Il va falloir faire beaucoup de Ah, restos. On va eh essayer oui. de faire Ouh là attention, là, parce que ça aussi, attention la ça va être bedaine. quelque chose. Merci à vous. Bon, allez, à la semaine Ouais. prochaine. Ciao, Merci tout le ciao. monde. Ciao.